Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tips TV, qui comme je l'ai dit est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on va faire un crypto rapport. Donc principalement, on va regarder quelles sont les news autour du Bitcoin. Donc Bitcoin ici, comprenez Bitcoin comme étant l'indicateur de tout l'écosystème crypto. Donc principalement, ce qui affecte le Bitcoin va affecter le reste des cryptos. Bien sûr aussi, et l'écosystème crypto. Bien sûr, ici, le Bitcoin, ben, c'est la crypto de référence, hein, c'est la crypto la plus connue, la plus médiatisée. Donc, réellement, ben, on va se focaliser sur elle. Donc, vu que quoi, ben, il y a bien plus, on a accès à de l'information pratiquement au quotidien. Donc, il ne se passe pas une minute ou 5 minutes sur le web tant que et vous ne verrez pas une info à dire en relation avec le Bitcoin et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et avant de commencer aussi, un rappel pour mes insiders. Donc je sais que la plupart d'entre vous êtes en train, vous suivez les émissions au quotidien. Vous avez reçu normalement, regardez bien dans vos emails et bah, ceux qui ont les playlists ainsi de suite. Il y a 2 vidéos qui ont été rajoutées. Donc, dans tout ce qui est en bonus des vidéos modules, vous avez les, comme vous le voyez ici, hein, donc les mars 2018, CryptoTech Portfolio Insider Trading. Donc, vous avez vidéo 1 et vidéo 2. Au total, vous avez 4h15 de vidéo. Et donc, il y a 2 vidéos. Une où je parle un peu des idées, le portefeuille, ainsi de suite, l'idée pour le mois de mars, principalement des opérations d'achat. Et dans la vidéo numéro 2, je reviens sur des opérations enfin, une semaine d'opérations d'une journée du mois de février. Et là, ce sont principalement des idées de short selling, donc des positions de vente à découvert. Bah, comme ça, vous voyez un peu le mécanisme, le concept et tout l'aspect fondamental de la génération d'idées, tout ce que j'avais donc au global macro, les fondamentaux et ainsi de suite. Mon price action, mon technique et l'approche que j'ai eue et réellement bah, le pourquoi du comment de ce short. Donc là, c'est très bien au niveau d'exercice bah, de pouvoir voir comment est-ce qu'on va dans les deux directions. Ok, donc là, regardez bien que vous avez bien reçu l'email de notification, donc l'accès à la vidéo privée de YouTube. Et pour ceux à qui je l'ai envoyé en email, ben vous l'avez en email, ok? Et ceux qui les ont dans les playlists, donc regardez bien dans les playlists, normalement les vidéos sont rajoutées. Donc s'il y a un problème ou quoi que ce soit, ben vous m'envoyez un email, vous me contactez et on va régler ça directement, ok? Donc voilà, ça c'est pour l'annonce. Et bien évidemment aujourd'hui on va voir quoi exactement? Ben tout ce qui est crypto rapport. Donc ici vous voyez un peu tout le Enfin, ouais, le crypto rapport du samedi, donc vous voyez exactement sur quoi on va s'attarder. Donc, vous voyez, il y a tous les liens de tous les articles que je vais commenter ici avec vous. Donc, vous allez avoir tous les liens dans la description de vidéo de YouTube, donc en deux parties, hein, vu que, vous voyez que YouTube ne va pas me permettre de mettre tout ceci. Donc là, il y aura une moitié aujourd'hui dans la description de vidéo et l'autre moitié dans la description de vidéo de demain dimanche. Vu que demain dimanche, on fait quoi exactement? Bah, demain, on fait le Bitcoin trading, donc on recommence une nouvelle semaine. Ok, donc là, vous allez pouvoir aussi retrouver cette vidéo ici au www.jctune.com, comme vous voyez ici à l'écran. Et ici sur cette page, et comme dans le canal YouTube, vous avez en archive toutes les vidéos que l'on fait. Donc vous voyez principalement, bon là c'est des vidéos de certains événements que je fais pour des insiders, ainsi de suite, des partenaires et tous des nouveaux clients. Ça c'est ici en Espagne que l'on fait. Et là, le samedi, vous voyez, c'est le crypto rapport. Et à partir du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous voyez, chaque jour de la semaine, on regarde entre 3 et 4 cryptos différentes. Comme ça, on a un suivi. Donc là, principalement, c'est pour inspirer toute personne qui est novice, ceux qui ont un niveau intermédiaire ou même un niveau bien plus avancé. Seconde opinion, autre manière de voir le marché, des news, des catalyseurs, enfin, tout ce qui va avec. Donc là, voilà. Donc là, c'est pour vous. Donc profitez réellement de tout ce matériel qui est en archive. Donc là, je prends mon temps au minimum. Enfin, je fais l'effort de toujours avoir 1 heure par jour où je viens et j'amène ma contribution. Donc là, voilà. Donc là, ça c'est pour vous. Donc dans le canal, ben, vous avez tous les jours. Donc il y a quelque chose. OK? Donc voilà. Bon, maintenant, on va aller directement à cela. Et je rappelle aussi, bon, pour tout ce qui est services et solutions, en cliquant ici sur ce lien, vous avez le PDF qui va vous expliquer ben, tout ce que vous avez au niveau du programme, hein, donc des vidéos consulting et des consulting one-on-one. Et en fin d'émission, on reviendra et on va détailler un peu plus le reste des services et des solutions et vous montrer également comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir les acquérir. OK? Bon. Voilà, tout ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va commencer et on va commencer par quoi? On va aller regarder un peu le monde en général, hein, au niveau global. Et il y a une question qui doit se poser à laquelle il faut répondre tout le temps. Donc, vous voyez ici, c'est un panel dans The Street, donc là c'est à Wall Street. Et maintenant, ben, c'est quoi? Lorsqu'on va investir dans les cryptos, ben, crypto c'est bien, mais il faut bien comprendre c'est quoi le blockchain et quelles sont les différentes blockchains qu'il y a. Donc là, il y a un panel ici d'intervenants, donc de spécialistes, d'experts et de traders, portfolio managers de Wall Street qui parlent de ça.
ça. Donc là, c'est une question à laquelle il faut y répondre. C'est quoi le blockchain? Mais là, vraiment, en moins de 2 minutes, bien expliqué d'une manière vraiment simple, hein. Donc vraiment, on va dire ça en langue profane, donc non pour les initiés avec tous des termes techniques compliqués. Donc là, une question très importante, c'est quoi le blockchain? Il faut savoir y répondre. Donc ça, c'est lié au crypto. Numéro 2, toujours le même panel ici. Et là, maintenant, on parle des projections de prix du Bitcoin. Le Bitcoin pourrait atteindre les 6 digits. Donc, ça veut dire les 6 chiffres. Donc, si c'est les 6 chiffres, donc là, c'est au-delà des 100 000 dollars, tout simplement. Donc là, voilà. Donc là, on en parle. Et James Altucher, que vous voyez ici, est en train d'amener ses points, la thèse. Et réellement, il dit le pourquoi du comment ça pourrait arriver dans ces chiffres-là. Donc là, ce sont ses thèses, ce sont ses analyses. OK? Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Je pense que c'est toujours le même panel. Voilà, lorsqu'on va commencer à investir dans les cryptos, maintenant, il faut pas oublier que les cryptos sont venus, hein, réellement la nature décentralisée des cryptos. Ça fait quoi? Ça fait que il y a beaucoup de personnes qui pensent à la décentralisation, à rendre obsolètes les gouvernements, les banques centrales, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a quoi? Est-ce que la Fed, donc la banque centrale nord-américaine, pourrait venir avec ce qu'on appelle le Fedcoin, donc avec sa propre crypto? Donc là, c'est quelque chose qui est pas mal en débat et c'est quelque chose que nous, on va aller revoir plus en profondeur dans le prochain Global Crypto Research qui va arriver cette fin de mois de mars, donc fin mars, début avril. Maintenant, on continue, on reste dans YouTube. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est une émission qui est faite par un ancien broker nord-américain qui maintenant est basé en Afrique du Sud et donc qui fait toujours une émission sponsorisée par eToro et dans laquelle comment dirais-je, il appelle pas mal il fait toujours intervenir pas mal de traders, d'investisseurs, de hedge fund managers, ainsi de suite pour donner vraiment tout ce qu'il pense au niveau du Bitcoin et comment dirais-je, du blockchain et de toutes les cryptos en général. Et là, ici, dans cette émission, c'est une émission spéciale analyse technique. Donc là, c'est très intéressant. On voit un peu ce que nous on fait au quotidien, analyse technique, price action, ainsi de suite. Donc là, il y a un panel, je pense, de 8 analystes et 8 traders aussi indépendants qui parlent de tout cela. Ok. Et puis, bien sûr, ils donnent aussi pas mal de news. On verra la news de Circle un peu plus en avant. Ok. Continuons. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Maintenant, est-ce que le Bitcoin est le nouveau gold? Donc, rappelez-vous, l'or, c'est quoi? L'or, principalement, l'or, c'est monétaire aussi. Et l'or aussi a des caractéristiques de quoi? D'actifs refuge en temps de crise, de récession, d'hyperinflation, et ainsi de suite. Et bien sûr, de quoi? De stock de valeur. Donc, stock de valeur, stock de patrimoine, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez bien vu que le Bitcoin, on parle du Bitcoin comme étant l'or digital. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est bien plus vu maintenant. Il remplit bien plus des caractéristiques du nouveau or. Safe haven, donc actif refuge pour les investisseurs, et ainsi de suite. Donc, pourquoi vraiment stock de valeur. Donc là maintenant, le côté monétaire du Bitcoin avec l'utilité au quotidien pour les micro-paiements et ainsi de suite, donc payer mes factures, aller faire le plein pour ma voiture, je sais pas, m'envoyer des sous à mon frère ou quoi que ce soit, je sais pas, ouais, et des trucs pareils, il n'y a pas d'utilité réellement au quotidien. Transaction lente et super, les commissions très 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 coûteuses, donc là c'est pas très utile, enfin c'est pratiquement pas utile, donc c'est nul son utilité au quotidien, mais par contre pour un stock de valeur, oui, ça l'est. Donc là, maintenant, est-ce que le Bitcoin réellement serait cette alternative pour les investisseurs en tant que stock de valeur et remplacer l'or digital? Ouais, beaucoup disent, oui, mais si j'ai de l'or, j'achète un lingot d'or, c'est compliqué de me déplacer avec un lingot d'or comme à l'époque. C'est pour ça que les banques ont commencé à exister il y a très longtemps. C'était réellement ça. Alors maintenant, je peux mettre une grosse partie de mon capital directement dans mon wallet et moi, je bouge partout où j'ai envie d'aller dans le monde. Je n'ai pas besoin de me le trimballer avec moi et je peux aller d'ici à Hong Kong et Hong Kong, boum, je ressors. Donc ça maintient sa valeur et je le ressors là-bas en dollars de Hong Kong. Donc ouais, en gros, c'est un peu ça l'idée. Donc l'article ici parle de cela et il y a des thèses et le débat est intéressant. Maintenant, restant dans le Bitcoin, on voit que quoi? Que maintenant, il y a eu l'implémentation du Segwit 2x. Donc, c'est quoi? Enfin, le Segwit ici, c'est quoi? Très clairement, c'est le Segregated Witness. Et maintenant, c'est quoi? Ça permet d'avoir des transactions bien plus rapides et comment dirais-je, des commissions basses. Donc, rappelez-vous, il y avait beaucoup de congestion au niveau des transactions sur la blockchain, enfin, sur la Bitcoin blockchain, et ainsi de suite. Et maintenant, en faisant cela et que ce soit implémenté, bien sûr, par des gros exchanges et wallets comme Coinbase et Bitrex, ça fait en sorte que que on va dire les mouvements et les transferts de Bitcoin sont bien plus rapides et donc là c'est meilleur. Donc là c'est très 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 significatif et à ce moment-là qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir accès au service Segwit? Il fallait actualiser sa wallet. Il faut que les deux wallets soient compatibles, on va dire de l'exchange qui a déjà fait l'actualisation et vous aussi votre wallet doit être on va dire permettre le Segwit et pouvoir commencer à faire on va dire des transferts de crypto comme ça. Donc là c'est quelque chose de bon, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Ok, donc là, c'est ça. Mais ouais, que petit à petit, il faut qu'il y ait on veut voir plus de choses pareilles, mais réellement l'utilité encore au quotidien, je le rappelle et je le dis toujours, c'est pas ça.
Ok. Donc, continuons. Maintenant, on va rester un peu dans tout ce qui se passe. On va donner un peu quelques problèmes de hack, hein. Vous voyez que tout ce qui est le hacking et tout bazar, les vols, les fraudes, ça continue. Et maintenant, c'est quoi? Ben, c'est des scams, donc des fraudes à travers Twitter. Et Twitter, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes dernièrement qui ont vu, oui, qu'il y avait un problème de compte vérifié et ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes ont des personnalités quand même assez connues, hein, ont eu leur compte hacké et prétendant être par exemple Vitalik Buterin ou qui que ce soit ou n'importe qui d'autre. Et donc il y a eu ben, des fraudes, donc des personnes qui, on va dire des criminels, on va dire ça comme ça, hein, qui ont perpétré des fraudes à travers Twitter en hackant des comptes et pouvant faire des fausses publicités et pas mal de choses pareilles. Donc là, vous voyez que ça c'est quelque chose, comment dirais-je, euh, duquel j'en parlais souvent, et là j'ai fait le parallèle avec l'ETF Hack, qui est l'ETF de la cybersécurité. Rappelez-vous, au plus il y aura du succès dans tout ce qui est crypto et ainsi de suite, au plus on verra le nombre de fraudes et de cas frauduleux, enfin et de cas de fraude, des hacks et des schémas de Ponzi continuent à monter. Donc là voilà, là c'est le cas. Donc maintenant, ben voilà, vu que Twitter, il y a comme la communauté crypto est très active sur Twitter et Reddit et ainsi de suite, donc beaucoup de gens en train de tweeter par rapport à tel crypto, beaucoup de gens prennent leurs news à partir de là, bah, pourquoi les développeurs des projets crypto ben, sont très actifs aussi sur Twitter. Bah, donc là, ben, ça fait, c'est une aubaine directement bah, pour les personnes qui sont mal intentionnées. Donc voilà, pouvoir usurper l'identité de quelqu'un sur Twitter et ben voilà, après faire passer son message ou demander d'être payé en crypto ou annoncer un projet qui n'existe pas. Et donc voilà ce qui arrive. Ok. Là, maintenant, bon, on continue encore avec les hackers. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, comme vous voyez ici dans l'article, là, c'est au niveau des hackers. Eh ben, il y a un hacker qui avait volé, qui a remis 20 000 Ethers à Coindash. Donc là, voilà, c'est une première. Donc un hacker bah, voilà, a retourné ce qu'il a volé, une partie de ce qui avait été volé. Donc vous voyez que, comme il dit ici, il y avait 37 000 Ethereum qui avaient été volés par rapport à une ICO qui a été faite l'année dernière. Et maintenant, bah, quoi, ben, là, ben, il y a 20 000 qui ont été rendus. Donc voilà, rappelez-vous. Toujours des problèmes à ce niveau-là. Donc, faites attention dans les wallets, faites attention dans les exchanges, faites attention aux ICOs. Il y a beaucoup de projets ben, frauduleux. Et donc, c'est ça. Donc, voilà, ne mettez réellement que. Enfin, je le dis tout le temps, je dirais tous les jours, ben, faites attention à votre capital. Rappelez-vous, maintenant, on est dans un monde où tout est technologique. On est obligé. Enfin, technologie, on est online, ainsi de suite. Mais voilà, la sécurité est de mise. Donc voilà, on doit vraiment faire attention à tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, avec des cas pareils, ben, ça ne va pas. Voyez, j'en reviens à ce que je disais avec le hack, ça ne va pas arrêter. Ça va continuer à monter, à monter, à monter et à monter. Au plus le Bitcoin va être, enfin, Bitcoin et les cryptos et tout ce que vous voulez, le blockchain va être populaire, il y aura toujours ce thème de cybersécurité et de cybercriminalité. Ok. Donc voilà, maintenant on continue. On continue un peu au niveau global. Et là, une question, quelque chose qui était pas mal, qui a fort attiré mon attention et qui est vrai. On dit ici que le Bitcoin ne peut pas exister sans le silver, donc sans l'argent. Donc, l'argent physique. Ici, vous voyez des lingots et des pièces d'argent. Mais pourquoi cela? Rappelez-vous que le Bitcoin existe dans le cloud et existe sur Internet, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas d'Internet, vous ne pouvez pas accéder à votre wallet. Il n'y a pas d'Internet, on ne sait pas miner. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de blockchain, il n'y a rien du tout. Et pour avoir Internet, eh ben, il y a des choses physiques qu'on a besoin pour avoir Internet. Internet, c'est quoi? Bah, c'est de la télécommunication. Internet, c'est quoi? Bah, c'est un réseau 4G, 5G, tout ce que vous voulez. Internet, c'est quoi? C'est de la fibre optique, ce sont des câbles, ce sont des installations, une infrastructure qui doit être mise sur pied. Et pour cette infrastructure, il faut des métaux stratégiques, donc dans ce cas-ci, des métaux industriels. Et l'argent est un métal d'un côté monétaire, mais a une grande utilité au niveau industriel. Et donc, on le retrouve dans tout, dans les smartphones, dans les tablettes. Et donc, s'il n'y a pas, et bien sûr aussi dans tout ce qui est câbles et réseaux de télécommunication. Donc, s'il n'y a pas d'argent, ben, il n'y a rien du tout. Donc, quand je parle d'argent, argent, le métal, comme le cuivre, ainsi de suite, vous voyez, les semi-conducteurs et ainsi de suite. Donc, vous avez vu aussi dans le Global Crypto Research, pour ceux qui l'ont, on a fait le parallèle entre la montée du Bitcoin, la montée de tout ce qui était technologique, et d'un autre côté aussi quoi, ben, la montée des ETF, des semi-conducteurs et du hack, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les semi-conducteurs sont très importants, et l'un des métals utilisés ben, dans ces industries, ben, c'est le cuivre d'un autre côté, et bien sûr le silver. Donc voilà, donc silver, indispensable pour tout ce qui est crypto. Donc, vous voyez aussi, c'est une manière aussi de pouvoir se diversifier, de générer une idée et d'avoir de l'exposition aussi à tout ce qui est crypto et tout ce qui est technologique, vu que tout va dans la même direction. Ok?
Donc voilà, maintenant ici, il y a un problème ici au niveau de 10 milliards. Hein. Donc 10 milliards, c'est quoi? Ben, c'est une histoire de plus de 1,1 million de Bitcoin et avait la personne qui s'est autoproclamé être le réel fondateur et créateur du Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto. Et cette personne-là avait monté un business avec un de ses amis, vous voyez ici, hein, il y a quelques années, et l'un des deux est mort. Et maintenant, ben, ils avaient miné 1 million de Bitcoin. Ils avaient aussi une histoire de 100 000 Bitcoin Cash ou une histoire pareille. Et maintenant, bah ouais, avec la valeur de tout ça, bah, ça en fait quelques milliards. Et maintenant, vu que l'un des deux est mort, et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, il y a une demande. On a vu que l'entreprise qu'ils avaient montée, ben, elle a fait faillite. Chacun est parti de son côté. Mais maintenant, bah, il y avait cette histoire de ces 1 million de Bitcoin. Rappelez-vous, on dit que Satoshi Nakamoto a 1 million de Bitcoin qui serait stocké dans un cold wallet, donc c'est-à-dire offline. Et ben maintenant, ben, l'une de ces deux personnes ici qui s'est autoproclamée être Satoshi Nakamoto, ouais, comme on voit ici, hein. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le monsieur Wright, donc c'est Craig Wright qui s'autoproclame être Satoshi Nakamoto. Ben, il y a ce problème avec les 1 million de Bitcoin. Donc là, entre lui et son partenaire, avec qui il avait monté, comment dirais-je, une boîte. Et là, maintenant, ben voilà. Donc là, ça reste dessus. Enfin, le problème est toujours là. Maintenant, ben, ils sont en justice. Et bon, voilà, la personne elle est morte depuis 2013. Ben maintenant, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Ben, c'est ça, c'est que voilà, il y a 1 million de bitcoins en dispute. Et oui, que ça fait beaucoup. Donc il y a 1 million de bitcoins, 100 000. Attendez, ils le disent ici un peu plus bas, hein, que je retrouve ça. Il disait quoi exactement? Ah, voilà. Il y a les 1 million de Bitcoin, ils ont du Bitcoin Cash aussi et du Bitcoin Gold. Donc voilà, donc ouais, en gros c'était quoi 10 000, donc il y a plus ou moins de 10 milliards en Bitcoin et ensuite il y a en Bitcoin Cash et en Bitcoin Gold une histoire de 1,5 milliard. Donc ouais, ça fait un joli montant. Donc là, voilà. Là, c'est la dispute qu'il y a entre ces deux messieurs. Enfin, l'un qui est mort et l'autre qui est toujours vivant. Donc voilà, et l'un des deux est enfin, l'un des deux est l'individu qui s'est autoproclamé être Satoshi Nakamoto. Mais bon, voilà, là, on verra ce qui se passe. Maintenant, on continue ici. Et qu'est-ce que l'on a maintenant? On va parler un peu de l'activité minière. Et rappelez-vous, hein, qui dit activité minière, dit carte graphique, les cartes GPU, et ça, les ventes ont explosé. Donc, vous voyez qu'il y a eu des razzias qui ont été faites par des banques, hein, Sberbank en Russie, et beaucoup de personnes parlent à travers le monde que lorsqu'on voit des personnes qui viennent pour miner, ben, on voit vous voyez, comment dirais-je, des étalages qui sont complètement vidés parce qu'il y a des personnes qui viennent et ils achètent ça par 10, 15, 20, 30, 50, même 100. Donc, donc, il y a vraiment une ruée vers tout ce qui est carte graphique. Et là, maintenant, on en a fait des chiffres. Et donc, là, par rapport à ça, ben, on voit que l'activité minière a rapporté quoi? Ben, il y a eu plus de 3 millions de cartes GPU vendues l'année dernière en 2017. Et rappelez-vous que là, les principaux, c'est quoi? C'est des compagnies comme Nvidia et des compagnies comme AMD et ainsi de suite. Et Nvidia, ben voilà, hein, comme on en parle ici, AMD, Nvidia et Intel, eux réellement ils veulent leur carte graphique Nvidia vraiment qu'elle soit dédiée uniquement, exclusivement et uniquement à comment dirais-je aux gamers et néanmoins ben ils ont fait énormément de profits ben, grâce à la vente de leur GPU vu que c'est très 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 sollicité et donc voilà donc là ici vous voyez qu'il y a un rapport du CEO de Nvidia Jensen Huang et là il en parlait rapidement mais comme l'article le dit ils n'ont pas réellement révélé ben, quel était réellement le nombre de ventes de cartes graphiques. Moi, dans les derniers chiffres, lors des dernières publications, la dernière fois que je regardais un rapport de Wall Street par rapport à ça, il disait que l'activité minière leur rapportait une histoire de 5% de tout ce qui était bah, leur top line et bottom line. Donc, c'est plutôt dans le bottom line. Donc, le top line, c'est qu'est-ce qui la première source de nos revenus et dans les bottom line ben voilà les choses qui nous rapportent encore de l'argent mais c'est pas vraiment notre main focus et là ben il y avait dans on va dire dans les bottom line ben il y avait les cartes graphiques mais maintenant je pense que c'est bien plus que cela vu qu'on va voir exactement ben, dans les prochaines publications donc on verra maintenant le Q2 et le Q3 2018 réellement ce qui s'est passé et aussi pouvoir avoir ben, toute l'année donc le côté annualisé de leur rapport et leur statut financier de leur business de l'année 2017 donc là ben voilà donc c'est un truc qu'on va suivre et on reviendra dessus comme je l'ai déjà fait dans le Global Crypto Research mais là on va aller bien plus au niveau on va aller analyser un peu plus les fondamentaux de la compagnie donc là dans le rapport là ben on reviendra sur la compagnie Nvidia donc vous voyez que c'est une compagnie que j'ai toujours comment dirais-je dans mon radar, hein, j'opère dessus aussi. Et donc dans les actions véritables sous-jacents et aussi directement avec les dérivés d'NVIDIA, donc c'est une compagnie que je suis je suis de près cette compagnie-là. Ok, voilà.
Et maintenant, on va terminer avec quoi? Maintenant, on va parler un peu des portefeuilles. Donc, rappelez-vous, c'est toujours cette chose qui revient. Comment est-ce qu'on doit être exposé aux cryptos? Vous voyez, des personnes qui sont 100% crypto-centriques, ils vont à fond dans les cryptos. Une chose que je recommande et que tout professionnel le recommande, c'est quoi? Ben, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut avoir une diversification, mais pas se diversifier de manière stupide. Donc, que si on va dans une direction, ben, c'est pas j'ai des œufs et j'ai des olives. Non, voilà, si j'ai des œufs et j'ai envie de faire, je sais pas moi, du pain, ben, j'ai des œufs, j'ai de la farine, j'ai du sucre, j'ai de l'eau et j'ai du lait. Vous voyez, c'est une diversification qui va vers de l'avant. J'achète des parts dans une ferme dans laquelle il y a un élevage de poulets, ouais, des trucs pareils, donc voilà, et de poules. Donc là, c'est la diversification qui est effective. J'achète une ferme où il y a des chèvres et des vaches. Pourquoi? Bah, pour du lait, vu que j'en ai besoin pour mon business de crêpes. Donc ouais, là, c'est plus ou moins une idée pareille de diversification effective. Et la même chose ici au niveau de quoi? Ben, au niveau des cryptos. Si on a envie d'être dans les cryptos, ben, on peut être dans le Bitcoin, par exemple, dans le Bitcoin Cash et différents types de blockchain. Et ensuite, après, ben, avoir de l'exposition d'autres choses. Voilà une idée Nvidia qui fait les cartes graphiques. Donc, s'il n'y a pas de Nvidia ou de AMD ou de Intel, pas d'activité minière. Donc de l'exposition là, rappelez-vous, on a vu le silver, on a vu le cuivre, donc plutôt le cuivre et tout ce qui est semi-conducteur. Donc voilà, de l'exposition dans toutes les compagnies qui font des semi-conducteurs. Et d'un autre côté, ben, bien sûr, il y a le côté hack, voilà, une exposition à tout ce qui est hack. Mais là, ben voilà, donc là, chacun vient un peu avec ses idées. Et donc là, par rapport au profil, aux projections et aux ambitions de chacun, ben, chacun va avoir, comment dirais-je, comment dirais-je, un pourcentage, X pourcentage de son capital mis dans les cryptos, mis dans ci et dans ça. Donc là, vous voyez que là, c'est libre à chacun. Le but, c'est quoi? Ben, de le faire de manière sur base de décisions basées sur l'éducation financière, savoir ce que l'on fait, avoir de l'assurance pour ce portefeuille et le risque sous contrôle et bien sûr une stratégie de couverture effective et avancer et aller de l'avant. Et bien sûr, définir aussi son profil. Investisseur, spéculateur, trader, je m'attends à quoi? Je fais quoi? Je suis rentré ici, ben, quels sont mes target, à quel niveau je prends des bénéfices ou quoi que ce soit, ou je revends un peu pour aller vers quelque chose de sous-évalué. Donc là, il faut avoir tout ça en tête, ok? Donc voilà, donc là on termine ici tout ce qui était crypto global. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans chacun des continents. On commence avec l'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? On va aller directement au Kenya. Et au Kenya, ben, le gouvernement vient de mettre un plan qui va quoi? Ben, qui va un plan qui va leur permettre de développer des applications blockchain, ces jeux, principalement pourquoi? Pour l'éducation et d'un autre côté bah, pour tout ce qui est gestion, je pense, environnementale et immobilier et infrastructure et ainsi de suite. Et donc ils ont commencé bah, à faire un groupe d'études et comment dirais-je, ils ont dispatché pas mal de personnes pour commencer à réellement à étudier les avantages et les désavantages du blockchain. Donc, oui, principalement par rapport à ça. Et là, c'est le gouvernement qui est derrière. Donc, ouais, là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et surtout, ben, comme je dis, hein, basé sur quoi? Ben, surtout sur le développement du pays, mais toujours, premièrement, voir les avantages que le blockchain pourrait ramener au niveau de l'éducation. Comme ils disent, le blockchain, maintenant, c'est l'avènement hein, de la quatrième révolution industrielle. Et donc, voilà, donc, ils disent voilà, qu'il y a des pays africains qui pourraient s'améliorer s'ils arrivent à adopter toutes ces technologies dans leur phase embryonnaire comme on est maintenant. Ben pourquoi? Ben après, ben pour pouvoir surfer la vague et au fur et à mesure que c'est en train de monter, ben eux qui montent avec. Ok, et qui ne soient pas laissés derrière, donc qui ne soient pas en retard, mais qui puissent réellement venir et monter avec. Ok, donc là, il y aura des partenariats publics-privés par rapport à ça ben, pour commencer à développer des applications blockchain, donc start-up, ainsi de suite, fintech et tout ce que vous voulez, mais qu'ils aient réellement des solutions pour le bien du pays. Ok, donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait en Afrique, il n'y avait que ça en Afrique, dans la région MENA, donc Middle East, North Africa, donc les IMIA, Europe et Moyen-Orient. Et Afrique du Nord, il n'y a pas grand-chose. Donc là, on va directement aux Amériques. On va commencer par l'Amérique du Nord et on va au Canada. Et qu'est-ce qui se passe au Canada? Rappelez-vous, en Amérique, bon, un peu partout, il y avait des problèmes avec Visa et Mastercard et certaines banques qui interdisaient aux utilisateurs, donc aux clients, de pouvoir acheter des cryptos à crédit. J'ai bien dit à crédit. Donc si c'est votre carte de débit, donc de l'argent que vous avez, vous, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui utilisaient des cartes de crédit, principalement pour Coinbase et encore d'autres wallets, ainsi de suite, boum, ces transactions étaient interdites. Principalement des banques comme JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, bam, ça c'était interdit. Donc là, c'était le gros problème. Mais maintenant, au Canada, comme vous voyez, il y a certaines banques qui continuent à permettre aux personnes de faire des transactions crypto avec leur carte de crédit. Donc là, ben, pour le moment, ben, ça va principalement, comme vous voyez ici, TD Bank, qui est aussi derrière le broker TD Ameritrade, ainsi de suite, ben, eux, voilà. Et là, maintenant, ben, voilà, on dit que TD Bank a arrêté, pardon. Donc là, eux, ils ont arrêté de faire cela, mais d'autres banques, elles, oui, elles continuent. OK? Donc, voilà.
Voilà, et cette banque ici, la RBC Royal Bank, elle continue. Donc TD Ameritrade, donc Toronto Dominion a arrêté, et RBC Royal Bank, eux, oui, ils continuent. Donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe au Canada. Maintenant, on va juste en dessous, on va aux États-Unis d'Amérique. Et là, qu'est-ce qui se passe aux USA? Et là, c'est les IRS. Donc c'est quoi? Ben, les taxes. Donc vous voyez qu'il y a toujours des problèmes. Et là, c'est les problèmes reliés à Coinbase. Rappelez-vous que l'IRS, donc l'Institut, donc le fisc nord-américain, avait demandé à Coinbase de leur envoyer les reçus de, je crois, à un moment donné, il y avait une centaine de milliers de choses. Il voulait d'abord, au début, il voulait 150 000 clients. Coinbase a réussi à négocier avec eux pour abaisser à 50 000, de 50 000 à 27 000, et maintenant, voilà, ils sont obligés de donner 13 000. Donc, il y aura 13 000 personnes qui vont être, qui aura tout on va dire tout leur historique avec Coinbase, donc wallet et transactions qui vont être, comment dirais-je, remis à l'IRS, donc au fisc, afin qu'ils puissent voir quoi, les transactions et calculer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent au fisc. Et parmi ces personnes-là, il y a une personnalité très connue, Monsieur Andreas M. Antonopoulos, qui est un personnage très connu, donc c'est un développeur très connu dans la cryptosphère, et lui, son nom fait partie d'un de cela. Donc il va devoir montrer tout ce qu'il y a, tout ce qu'il a fait, mais comme il dit, il n'y a aucun problème, vu que lui, il a toujours payé ses taxes en temps et en heure. Donc il a déclaré aussi bien que ses revenus, ses gains et ses pertes. Donc lui, il n'y a aucun problème, et donc voilà, la chose est là. Ok, donc voilà, ça c'est pour les États-Unis. On continue, on reste aux États-Unis avec la CFTC, donc c'est le Commodities Futures euh, et Trading Commission. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit ici, donc, US Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des problèmes par rapport toujours à tout ce qui est quoi? La régulation des cryptos. Il faut toujours savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Le public, comment est-ce qu'on va taxer ça? Comment est-ce qu'on déclare? C'est quoi une crypto à la fin? C'est quoi? Et maintenant, là, on va rentrer vraiment dans le cœur de la CFTC, vu leur position à la CFTC, donc là, c'est comme une commission. À un moment donné, les employés étaient interdits de trading crypto. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La CFTC a dit, ok, les employés peuvent trader les cryptos, mais il y a certaines conditions, vu qu'ils travaillent à un endroit où ouais, les Community de Future Trading Commission, donc ils sont liés à la CME et la CBOE, donc il peut y avoir de l'insider trading, donc ils ne doivent pas faire usage des informations privilégiées comment dirais-je qu'ils ont. Donc là, il faut faire très attention par rapport à ça, mais là, ils sont autorisés à pouvoir trader et avoir, comment dirais-je, du Bitcoin et pas mal d'autres choses. Mais comme on dit ici, à faire attention au conflit d'intérêt vu l'information qu'ils ont, vu quoi, l'institution dans laquelle ils travaillent. Donc voilà. Maintenant, on continue, on reste aux États-Unis. On va à une autre institution, la SEC, donc la SEC, donc SEC. Et c'est quoi la SEC? C'est l'équivalent de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers pour ceux qui sont en France. Pour nous ici en Espagne, c'est la CNMW, donc la Commission nationale de Mercados y Valores. Et donc ça, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est l'autorité au-dessus des marchés financiers. Et donc là, comprenez que dès qu'on voit ce genre de nom qui arrive, c'est toujours un problème de régulation. Et ici, maintenant, c'est quoi? La SEC maintenant s'attaque au ICO, donc les ICOs, donc les Initial Coin Offerings, donc l'équivalent des IPO, donc la levée de fonds que font ces startups maintenant, une levée de fonds alternative. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, et encore continuer à faire des études et des recherches et des investigations sur tout ce qui est le marché crypto. Vous voyez que c'est toujours flou, on n'est réellement pas arrivé à standardiser quelque chose au niveau international, donc c'est compliqué de, comment dirais-je, déjà vous avez vu au niveau de la régulation, au niveau des taxes, des impôts, le fisc, tout ce qu'il y a derrière, et donc là c'est super compliqué. Donc la SEC continue, mais là, ils s'attaquent beaucoup à ICO. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de plaintes et de problèmes au niveau des ICO. Les ICO ont levé énormément d'argent, comme on dit ici, hein. Pour le moment, 6,5 milliards en 2018. Et donc là, c'est en train de monter fortement. Donc je pense qu'il y avait des chiffres par rapport à l'année passée. Je ne sais pas s'ils le disent ici. Combien est-ce que ça a levé, la levée de fonds a été de combien. Mais vous voyez que c'est de plus en plus populaire. Beaucoup d'argent rentre dedans, ce n'est pas est injecté dedans plutôt dans tout ce qui est ICO, ce n'est pas régulé, et il y a aussi évidemment beaucoup de problèmes de fraude. Donc il y a eu beaucoup de projets qui n'étaient que du vent. Donc voilà, donc là SEC a un problème. Maintenant on continue. Et on a fini avec les United States, donc l'Amérique du Nord. Maintenant, on va à las Américas, donc l'Amérique latine. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, bien sûr, le pays qui fait la une, c'est le Venezuela avec le fameux pétrole. Donc là, maintenant, on va là-bas. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Nicolas Maduro? Maintenant, quoi, le gouvernement a lancé un programme gratuit pour les écoles et pour les citoyens. Pourquoi? Pour les éduquer au sujet des cryptos. Donc, principalement, comment trader les cryptos, c'est quoi les ICO, c'est quoi le blockchain, comment les trader et comment les miner, et ainsi de suite. Donc là, c'est un programme
qui a été, comment dirais-je, lancé par le président et par le gouvernement. Et donc là, voilà, ça va être ça. Donc là, dans toutes les universités et ainsi de suite. Et il faut aussi que les universités que les universités aient une partie, quoi, et un centre minier. Et là, donc là, c'est quoi? Ben, c'est vraiment free, comme vous voyez ici. Donc ce cours va être gratuit pour tout citoyen vénézuélien. Pourquoi? Ben, vu les sanctions, principalement internationales, et les sanctions qui ont été imposées par les États-Unis sur le gouvernement de M. Nicolas Maduro et dont souffrent maintenant les Vénézuéliens, et ben là, pour eux, ben, les cryptos et ainsi de suite, ben, c'est un moyen de survie et de pouvoir, ben, comment dirais-je, contourner ces sanctions, comme le fait aussi la Corée du Nord. Donc voilà. Donc là maintenant, on reste au Venezuela parce qu'il y avait pas mal de news, hein. Donc voilà, maintenant, il y a eu beaucoup de suspicions de pour et contre au niveau du pétrole. Beaucoup de personnes disent que le pétrole n'a rien vendu, qu'il ne s'est rien passé, ce n'est que du vent, les chiffres qu'ils avaient publiés. Mais le président dit que lui, ben voilà, que le pétrole, ça s'est bien passé, qu'il y a eu beaucoup de pays lors de la prévente, hein, qui se sont joints, qu'il y avait beaucoup d'engouement et ainsi de suite, et que ça continue à aller de l'avant et que bientôt il va lancer quoi? Il va lancer le pétro gold aussi, qui va encore être plus puissant et qui va vraiment encore renforcer le pétrole. Donc rappelez-vous, un pétro, un baril de pétrole, et bien le pétro gold, le même pétro baqué par le gold. Ok. Donc le gold, c'est l'or. Et maintenant, ben, le président reste au Venezuela, ben, qu'est-ce qu'il veut? Il a demandé quoi? Ben, que principalement les compagnies, les compagnies aériennes, donc les airlines, acceptent le pétro comme paiement. Donc là, si vous voulez réserver un billet d'avion, eh ben, qu'ils acceptent les paiements en pétro. Donc voilà, donc là, c'est encore un pas en plus par rapport à tout ça. Donc là, vous voyez, là, c'est directement, on va dire, un ordre, hein, du président. Et voilà ce qui se passe. Et maintenant, bon, on continue encore avec le pétro. Et là, maintenant, c'est une agence de notation chinoise qui a fait des ratings, donc qui a évalué réellement le pétro. Et ils voient que c'est une bonne chose, le pétro. Donc pour eux, le pétro, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ben parce que oui, les Chinois, je vous ai souvent parlé de la compagnie AC Chain, donc AC Chain, qui eux veulent faire quoi? Une digitalisation de tout. Donc tous les biens matériels, donc les immeubles, tout et ainsi de suite, tout digitalisé, tout tokenisé, donc en faire des jetons et les mettre sur Internet. Et ils ont déjà commencé, ils avaient commencé par digitaliser le T et faire des transferts via le blockchain, voilà, comment dirais-je, bah, de cet actif. Eux, leur but, c'est de tout digitaliser. Et lorsqu'ils voient bien sûr, ouais, l'engouement qu'ils ont via ce qu'a fait le président Nicolas Maduro, donc de digitaliser le pétrole, en gros c'est ça, hein, donc et de mettre sur le blockchain, bah pour eux ils voient ça magnifique et donc eux ils appuient ça. Donc rappelez-vous, c'est une agence de notation ça. Donc là, ils disent que pour eux, c'est bien et c'est un pas vers, comment dirais-je, ben, vers un nouveau monde, hein, vers cette quatrième révolution industrielle. Et pour eux, ben, tous les pays devraient faire cela. Vu que quoi? En gros, lorsque vous avez une crypto, elle n'est backée par rien à part par la difficulté du code, donc des algorithmes, hein, qu'il faut pour la miner, et c'est tout. Et donc là, c'est pas assez. Donc là, maintenant, ben, le fait d'avoir, comme c'était avant, donc rappelez-vous, avant Nixon, avant 71, lorsqu'il a enlevé le patron or, ben, d'avoir un billet qui est backé par X montant d'or. Donc là, maintenant, ben, ce serait la même chose. On a une crypto qui circule là dans l'éther, donc qui circule dans le cloud, hein, donc sur Internet, ainsi de suite, mais réellement, ben, il est attaché à quelque chose de physique, qu'on peut dire, ben voilà, moi j'ai envie d'échanger ben, ma crypto, ben, j'ai plus envie d'utiliser ce jeton, ben maintenant ben, je veux son équivalent en or, en argent ou en diamant ou quoi que ce soit. Donc ça, ben, c'est une très bonne initiative qui a été vraiment applaudie par cette agence de notation chinoise. Bon, rappelez-vous que les Chinois, donc si vous regardez en archive, j'ai souvent parlé de Hackchain, et donc recherchez-le, donc AC Chain, et vous allez voir que eux, ils sont en train de faire ce genre de choses, comme en commençant déjà par le T. Maintenant, on va aller un peu au niveau interne, hein, donc tout ce qui est en train de se passer au Venezuela, faut comprendre avec tout ce qui est en train de se passer, la crise là-bas, un pays pourtant riche en pétrole, ainsi de suite, et les sanctions qui ont été imposées sur eux, le défaut de paiement de leurs dettes d'État, l'hyperinflation qu'ils sont en train de vivre et de connaître là-bas, ben, ça a un impact sur le pays. Et rappelez-vous, moi j'ai des clients Venezuela et certains qui ont travaillé dans l'industrie de l'or, mais vu qu'ils avaient la double nationalité, ils ont pu venir ici avec leur famille, ainsi de suite, mais ils ont toujours des liens avec le Venezuela. Donc voilà, j'ai pu vraiment avoir des infos, pas ce que vous voyez aux informations, mais des cas réels de personnes qui ont vécu là-bas et ça n'a pas toujours été marrant. Et jusqu'à maintenant, ça ne continue pas à être marrant. Donc voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est ici sur Bloomberg, ben, il y a un article qui parle un peu de ce que les personnes sont réellement en train de vivre au Venezuela. Et bien sûr, vous avez compris,
Le pays était très riche en cru, donc en pétrole, et l'industrie pétrolière aussi était tellement touchée. Donc rappelez-vous le lien pétrole, le pétrole et ainsi de suite. Et là, on montre vraiment les conditions dans lesquelles sont en train de vivre des anciens travailleurs qui travaillaient dans l'industrie du pétrole, qui étaient en plein boom. Et maintenant, comment depuis les sanctions et depuis tout ce qui est en train de se passer, donc voyons, on montre des frigos, des personnes, comment ils sont en train de vivre chez eux et comment tout est en train de tomber. Donc voilà, donc là, c'est une réalité. Et donc là, il faut comprendre ce que le président est en train de faire et ce que on va dire, le pétro peut faire en remplacement, donc en alternative au bolivar. Le bolivar, c'est la monnaie nationale, comment dirais-je, vénézuélienne. Donc voilà, là, il faut le comprendre. Et bien sûr, moi aussi, j'ai eu des témoignages, on va dire, live hein, de clients vénézuéliens que j'ai. Et donc voilà. Ok, donc là, c'est pour le Venezuela, c'est pour las Américas. Donc là, on a fini avec l'Amérique latine. Maintenant, on va de l'autre côté du monde. Maintenant, on va en Asie. Donc maintenant, on va commencer par la Chine. Avec la Chine, il y a toujours beaucoup de news qui viennent de là-bas. Rappelez-vous, tout le volume que l'on voit dans les cryptos et ainsi de suite, c'est en Asie que tout se passe. C'est là-bas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Principalement, avant, c'était la Chine, mais maintenant, c'est le Japon, Hong Kong, Singapour, Taïwan, Corée du Sud et tous ces pays dans ces régions-là. Donc rappelez-vous ça, hein, le gros volume que l'on voit vient de là-bas. Ok? Donc théoriquement, lorsque nous on dort, c'est là-bas qu'il se fait des mouvements, nous, enfin, qu'il se passe des mouvements plutôt, et nous on se lève le matin et on constate les dégâts. Donc ouais, donc là, sachez-le. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ben, on est en Chine, et en Chine, rappelez-vous, il y a eu le ban, tout ce que vous voulez, en septembre 2017, ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les médias communistes et les plus grands newspapers, donc journaux, sont en train de quoi? De faire toute l'apologie et réellement de faire les yeux doux au blockchain et aux bénéfices que le blockchain pourrait ramener pour le développement du pays et ainsi de suite. Et donc voilà, donc bien sûr, il y a toujours cette politique de prévention, donc les ICO, levée de fonds et ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer. Mais d'un côté, le blockchain, ce serait bien que les personnes continuent à les développer, mais comment dirais-je, sous la supervision du gouvernement et bien sûr dans les intérêts de la Chine communiste, donc du gouvernement. Donc là, voilà, développer des projets pareils. Rappelez-vous, il y a Quantum qui s'est allié à une agence aérospatiale et qui a envoyé un de ses nodes on va dire, en orbite autour de la Terre via cela. Donc, vous voyez, ça, ce ne sont pas des petits projets que vous faites comme ça. Vous voyez, donc là, c'est quelque chose de très gros. Hein. Rappelez-vous le NIO, qui est l'équivalent de l'Ethereum chinois. Et déjà, on avait invité le CEO de Neo et comment dirais-je, à intervenir dans la télévision communiste nationale et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de, comment dirais-je, de partenariats, enfin, je ne vais pas dire des partenariats, mais de pourparlers avec le gouvernement et ainsi de suite. Donc pourquoi? Pour le développement de pas mal d'applications décentralisées sur la blockchain de NIO. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses que le gouvernement est pour, ce genre de choses. Ok? Donc là, voilà. On reste en Chine. Et maintenant en Chine, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous voyez que maintenant, là, il y a toujours des personnes qui continuent à trader, mais vu qu'ils ne passent plus, ils n'ont plus accès aux exchanges qui sont en Chine, ils sont en train de passer par des exchanges, comme on dit, overseas, donc des exchanges et des plateformes qui sont à l'étranger. Ben, maintenant, la Chine va commencer à aller, comment dirais-je, pourrait, comment on dit, geler les comptes et les avoirs de toutes ces personnes-là. Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème en Chine. Dans le Global Crypto Research, je parle de cela et j'explique réellement le pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi la Chine a vraiment cette main de fer hein, au niveau de tout ce qui est crypto exchange, trading des cryptos et ainsi de suite. Et ça a à voir avec la macroéconomie. Donc là, voilà, ceux qui avaient les Global Crypto Research, vous savez exactement le pourquoi du comment de ce qui s'est passé. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé au niveau du gouvernement central donc de Beijing, Pékin, et aussi savoir ce qui se passe avec la PBOC, donc le Public Bank of China, et réellement c'est en relation, comme vous voyez ici, avec le yuan. Donc le yuan, c'est le renminbi, c'est la monnaie chinoise. Donc il faut savoir exactement le pourquoi du comment, réellement qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Donc là, je l'explique bien, et on va continuer encore à y revenir et aller un peu plus loin. Donc voir pourquoi est-ce que la Chine a été défavorable à cela, et pourquoi est-ce que le Japon lui est favorable à cela. Donc là ça touche une nature macroéconomique. J'avais partagé une vidéo où il y avait le CEO de Neo qui était en train d'en parler. Donc c'était un speech d'une demi-heure qu'il avait donné à un congrès, à une conférence blockchain en Corée du Sud il y a moins d'un mois. Si vous regardez bien dans les vidéos où on parle du Néo, donc dans on va dire les crypto-trading quotidiens. Il y en a une dans laquelle il y a une vidéo qui a été partagée où il y a le CEO de Néo qui est en train de parler de ça, et dans les 5 dernières minutes,
il touche cet aspect, il parle de cet aspect macroéconomique et pourquoi, ce qui s'est passé avec le gouvernement et ce qui s'est passé avec la PBOC, donc la Banque centrale chinoise, et le pourquoi du ban et de l'interdiction de trader les cryptos, ainsi de suite. Et ben voilà, il a donné quelques pistes, il n'est vraiment pas vraiment rentré en profondeur, mais il a évoqué ce que je suis en train de vous dire, la nature macroéconomique, donc c'est-à-dire qui touchait au yuan, donc au renminbi chinois, la monnaie et le pourquoi du comment. Donc avec les contrôles de capitaux qu'il y a en Chine et ainsi de suite, et pourquoi. Donc pourquoi ils ne sont pas favorables à ce genre de projet et ils veulent le faire sous supervision du gouvernement. Donc c'est très important de savoir cela. Ok, et ça c'est quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas souligné fortement dans, comment dirais-je, dans les médias. Bon, principalement, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres chaînes YouTube. Moi, je ne regarde que, on va dire, Bloomberg et ainsi de suite et tout ça. Et bon, et je fais mes propres recherches, mes propres analyses. Mais bon, là, comme je vous dis toujours, le crypto trading, c'est le Forex 3.0. Donc, si vous ne comprenez pas déjà, par exemple, euro-dollar, pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements euro-dollar, que ça va avec la macroéconomie? Et là, ce sont deux pays qui sont centralisés. Donc, on va dire qu'il y a une monnaie qui est centralisée. L'euro, donc Banque centrale européenne et gouvernement européen, donc Bruxelles. Et d'un autre côté, ben, le dollar, ben, la Fed nord-américaine, le gouvernement, donc Washington DC. Et on sait tout ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique dans ces deux pays-là. Et ensuite, mettre cela en relation et mettre cela en relation au niveau mondial. Ne pas oublier que le dollar, c'est la monnaie, donc la devise de réserve mondiale. Donc, tout est fixé, tous les prix sont fixés en dollars. Le blé, l'avoine, le soja, l'or, l'argent, le platine, tout ce que vous voulez, le pétrole, et ainsi de suite. Mais maintenant, lorsqu'on va dans les cryptos, c'est décentralisé, donc il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas un pays, on ne sait pas, ainsi de suite, il y a pas mal de choses, donc il y a d'autres métriques à prendre en compte. Et donc là, si on prend cela comme étant une commodité ou comme étant une devise, eh ben, on est à un niveau au-dessus de ce qu'est le Forex. Donc maintenant, c'est à chacun des pays de mettre ses propres législations et régulations en place. Donc vous voyez, le problème chinois a été là. Et rappelez-vous que c'est quoi? J'échange mon yuan pour du Bitcoin. Donc, il faut savoir quelles sont les politiques derrière le yuan. Ici, on a déjà un indicateur, le yuan, la monnaie d'un pays. Maintenant, là, à partir de là, on peut voir ben, si ce pays, ce gouvernement, cette banque centrale est favorable à laisser ses citoyens échanger tout leur yuan pour du Bitcoin. Et c'est là qu'on va plus loin dans tout ce qui est macroéconomique. Et donc là, il faut comprendre ce qu'il y a. Et après, on touche à de la géostratégie et on touche à de la géopolitique. Donc ça, c'est la réelle nature de ce qu'il y a derrière. OK? Donc, voilà. Maintenant, terminons un peu cela. On va terminer avec la Chine ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Euh, Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, il y avait eu une conférence et en Chine, il y avait eu un programme. Donc, il y avait des awards, donc un prix qui a été décerné à une compagnie qui s'appelle Smart Mesh, si je me trompe pas, c'est une compagnie de Singapour ou quelque chose comme ça. Et il y a des concours blockchain qui sont faits. Pourquoi? On prend des startups, hein, fintech, qui vont commencer à créer des projets blockchain et celle qui est le projet le plus innovant et réellement le plus concret. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe après? Vont recevoir un prix. Donc, vous voyez ici, Smart Mesh a gagné le concours, hein, vous voyez ici Blockchain 2018 et donc voilà, donc pourquoi? Parce qu'ils ont ramené réellement un projet super intéressant et super bien au niveau comment dire, des industries, donc ouais, des partenariats publics-privés vont commencer à pouvoir utiliser et développer des choses pour améliorer l'économie du pays. Vous voyez un peu ce que veut commencer à faire le Kenya, mais là, ici, la Chine les a fortement devancés. Donc voilà exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, il y a un petit mot sur c'est quoi Smart Mesh, qui est le CEO et ainsi de suite. Donc vous allez vraiment pouvoir voir c'est quoi. Donc là, c'est le genre d'initiative, regardez bien, initiative nationale sous supervision du gouvernement qui est appuyée. Donc là, il faut bien comprendre le pourquoi du comment, enfin, qu'est-ce qui se passe là-bas en Chine. OK? Alors maintenant, on termine ici. Là, on est où exactement? Ah, en Corée, on reste en Asie, maintenant on va en Corée du Sud et vous voyez toujours ici Global Money Laundering, donc c'est le blanchiment d'argent, donc des autorités anti-blanchiment d'argent sont toujours là et en train de regarder ce qui est en train de se passer là-bas. Donc rappelez-vous, en Corée, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des exchanges, au niveau des banques, au niveau des comptes bancaires de traders, des comptes bancaires d'exchange, ainsi de suite, toujours pour des problèmes de financement du terroriste et d'anti-blanchiment d'argent. Et maintenant, apparemment, ils ont trouvé, comment dirais-je, un terrain d'entente et il y a certaines choses qui ont été mises en place au niveau des exchanges, au niveau des comptes bancaires pour traders et comptes bancaires pour exchange. Et pour le moment, apparemment, ça va. Donc là, ils ont mis pas mal de choses en place au niveau de la régulation et ainsi de suite. Et pour le moment, ils ont trouvé un certain terrain d'entente. Et on parle aussi d'un organisme international qui est basé à Paris, donc le FATF, comme vous voyez ici, hein.
Donc là, c'est le Financial Action Task Force. Et donc là, c'est ça, hein, c'est un organisme international qui est là pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc là, voilà, donc là, c'est ça. Donc avec eux aussi viennent s'y mettre. Donc là, vous voyez que ça commence à toucher des choses qui vont super, super loin. Rappelez-vous qu'avec les cryptos, ben, on peut bouger d'énormes quantités d'argent rapidement. Et maintenant, ben, il y a toujours ces menaces-là de financer du terrorisme et pas mal de choses. Donc, ouais, donc si vous avez des activités on va dire, vont être labellés suspects, ben voilà, on va vous tomber dessus. Donc là, c'est ce qui arrive maintenant ben, en Corée du Sud. Donc là, voilà. Donc là, malheureusement, ben, on peut pas. Ouais, nous, on est là pour trader tranquillement, donc profiter d'une prochaine révolution, hein, investir dans quelque chose, mais voilà, là, c'est la nature des choses, elles sont comme elles sont. Maintenant, on va en Thaïlande, on reste en Asie et on reste avec toujours les histoires de régulation. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en Thaïlande, bah, on a clôturé des comptes de quoi? Pour des exchanges. Rappelez-vous, en Corée du Sud, c'était le cas à un moment donné. En Australie et dans d'autres pays aussi, il y a eu des problèmes pareils. Bah, maintenant, en Thaïlande, qui est un pays qui n'est pas crypto-friendly, bah, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bah, là, les exchanges, on leur a, comment dirais-je, bah, clôturé les comptes bancaires. Donc, rappelez-vous, un business qui n'a pas de compte bancaire, c'est un gros problème. Donc là, voilà exactement ce qui se passe. Et là aussi, ben, si on n'a pas de compte bancaire et pour pas mal d'exchanges, ainsi de suite, ben, pour faire des transactions crypto, c'est compliqué. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là, ben, il y a un exchange qui en a été victime. Et bien sûr, derrière tout ça, ces régulations, ces lois. Et il y a quoi? Ben, la Bank of Thailand, donc la Banque centrale de Thaïlande. Donc rappelez-vous là, c'est du déjà vu. Ça nous rappelle ce qu'on a vu où? En Chine. Donc voilà, donc là, il faut comprendre ce qui est en train de se passer là-bas. Donc vous voyez que dès que vous avez une banque centrale, la banque centrale, c'est elle qui émet la devise nationale. Donc là, le BAT de Thaïlande. Donc il faut comprendre bah, qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez, là, on touche à un autre niveau. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis, ben là, c'est le Forex 3.0. Si déjà vous ne connaissez pas le mécanisme du Forex et ce qui se passe et comment est-ce qu'on évalue ben, l'appréciation ou la dépréciation d'une monnaie face à une autre, là, il y a un problème parce que dans les cryptos, ben, c'est la même chose, mais ça va encore bien, bien, bien plus vite. Ok. Et maintenant, ben, on voit qu'il y a des problèmes avec ces cryptos-là, ben, avec leur nature décentralisée. Les notes bancaires qui sont centralisées, donc émises par une banque centrale, avec en partenant en parallèle hein, avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, donc il va émettre des bons détails, ainsi de suite, pour pouvoir se financer. Là, il y a un problème. Lorsque vous pouvez mettre des ICOs et pas mal de choses, donc vous voyez que les personnes vont vendre leur BAF thaïlandais pour rentrer dans le Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre et après ça part et c'est hors du contrôle du gouvernement, hors du contrôle de la banque centrale. Donc là, maintenant, il faut comprendre, vous voyez que vous allez souvent entendre des histoires pareilles, mais beaucoup de personnes disent, bah, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe réellement à la fin, c'est quoi? Pourquoi il y a ces problèmes-là? Bah voilà, bah, c'est ça. Donc vous devez comprendre que là, c'est ça ce qu'on appelle un nouvel ordre, un changement de paradigme, ça vient bouleverser l'ordre établi. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est une bête. Donc, les cryptos sont une bête très sauvage qu'on ne peut pas apprivoiser. Donc, voilà le pourquoi du comment de tous ces problèmes. Et vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait à l'unisson. Chaque pays, il va du sien. Pourquoi? Parce que chaque pays a une situation économique différente. Donc, c'est très important de voir ce qui se passe au niveau de chacun des pays. Donc, vous voyez, là, c'est la nature, comme je dis, la nature macroéconomique qui rentre en jeu. Vous voyez, ça, c'est très, très, très important. Ok, maintenant on continue et on va à Singapour. Et là, à Singapour, ben, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, les entreprises FinTech, donc ici c'est Inks FinTech qui vient de faire, cette compagnie ici vient de faire quoi? Vient de signer un pacte, donc un deal hein, avec le gouvernement indien. Ben, pourquoi? Ben, pour des applications blockchain qui pourraient bénéficier le pays. Donc là, c'est quelque chose de très 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 important. Donc on va travailler, donc ils vont travailler étroitement avec le gouvernement indien, l'autorité monétaire de Singapour et plus comment dirais-je plus cette entité Inc donc cette startup ou compagnie fintech voilà fintech ici startup qui est basée à Singapour qui va commencer à développer ben, des projets pour le gouvernement de Mumbai et de Maharashtra ici en Inde et donc voilà donc là c'est quelque chose de très 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 important donc vous voyez qu'il y a des choses qui se passent dans d'autres endroits du monde on est crypto et blockchain friendly et les choses elles avancent ok mais toujours comme vous voyez ici supervision et en partenariat avec des gouvernements, des États, des autorités des marchés financiers et des banques centrales. Donc là, ça va dans leur sens. Donc là, c'est quand même centralisé.
On reste à Singapour. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, Singapour, rappelez-vous, c'est un pays qui est crypto-friendly, business-friendly, ainsi de suite. Singapour, on en parle comme étant la Suisse de l'Asie. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, là, maintenant, il y a des règles qui ont été mises en jeu. Pourquoi? Ben, pour sauvegarder l'exposition des investisseurs aux crypto et aussi ben, pour tout ce qui est ICO. Donc, toujours avec vous voyez, les mêmes choses. Hein. Anti-money laundering, donc anti-blanchiment d'argent et tout ce qui est anti-financement du terrorisme. Donc, il y a toujours des autorités qui sont là. Donc, la MAS, donc le Monetary Authority of Singapore. Donc, c'est l'équivalent bah, ouais, de la Banque centrale de Singapour. Il a aussi travaillé avec l'autorité des marchés financiers là-bas, protection des investisseurs, protection des capitaux et tout ce qui est au niveau de, comme vous avez vu ici, hein, anti-blanchiment d'argent, anti-financement du terrorisme, ainsi de suite. Donc voilà, tout fait avec contrôle centralisé. Donc là, tout se passe bien. Donc voilà pour Singapour. Maintenant, on a terminé avec ça. On va au Japon. Et au Japon, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse activité minière. Rappelez-vous, le Japon est un pays crypto-friendly, Bitcoin-friendly. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, activité minière aussi là-bas. Ouais, beaucoup de personnes qui étaient en Chine ont bougé pour aller au Japon. Et maintenant, ben, là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, pour l'activité minière, ils vont commencer à utiliser de l'énergie renouvelable et principalement quoi? Ben, avec tout ce qui est panneaux voltaïques, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui bougent en Scandinavie, au Canada et ainsi de suite, et en Suisse pour leur activité minière. Pourquoi? Ben, pour des deals avec les gouvernements et les autorités locales pour avoir de l'énergie bon marché, certains endroits avec de l'hydroélectricité et pas mal de choses pareilles. Donc vous voyez que là, on a de l'énergie ben, pas chère. Ben, il y a aussi comment dirais-je, ben, d'autres alternatives, hein, panneaux voltaïques et tout ce que vous voulez. Et ici, ben, des panneaux solaires. Et ici, au Japon, ben, il y a, comment dirais-je, ben, cette alternative qui est offerte à tous ceux qui veulent se lancer dans l'activité minière. Donc là, voilà. Donc là, c'est ce qui se passe ici au Japon. Maintenant, on continue et on va un peu plus loin. On reste toujours au Japon. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ben, là, c'est le hack, si je ne me trompe pas, c'est à voir avec CoinCheck, si je pense. Et attendez que ça charge. L'article ici vient lentement. Voilà, oui, c'est CoinCheck. Bon, voilà, le temps que ça charge, ben, je peux vous dire ce qui se passait. Vous voyez, au Japon, depuis qu'il y a eu le hack de l'exchange CoinHack avec 530, 550 millions de dollars, on va dire, en valeur de NEM qui avait été volé via l'exchange, ben, l'exchange a eu, ça a été un coup fort pour, comment dirais-je, la réputation de l'exchange. Alors maintenant, l'exchange, pour redorer son blason, redorer son image et regagner, on va dire, une bonne image auprès de de ses clients, est en train de faire quoi? Est en train de regarder pas mal d'options de partenariat avec des fonds qui ont une bonne réputation. Et ces fonds aussi qui ont une bonne réputation, c'est quoi? Ben, ce serait un peu comme la garantie. Hein. Donc on va dire que ces fonds ben, viennent commencer à travailler avec CoinCheck quoi? Ben, pour un, redorer son blason et pour avoir aussi une injection de capital. Et du capital qui pourrait être quoi? Des pourvoyeurs de liquidités et des assurances aussi. Rappelez-vous qu'au Japon, je vais te donner une news sur MFUG, donc c'est le Mitsubishi Financial Unit Group qui allait commencer à faire quoi? Bah, à donner des services d'assurance. Et les banques Nomura, ouais, des grosses banques d'investissement, qui donnaient des services d'assurance aux investisseurs. Donc pour dire, voilà, investissez avec nous, nous on va assurer, on va dire ce que vous faites, par exemple à CoinCheck. Et donc maintenant, CoinCheck est en train de solliciter bah, des partenariats de ce genre bah, pour son image et ne pas perdre ce client. Parce que le business, c'est ça. Quand vous êtes un exchange, c'est quoi votre business? Au plus il y a des gens qui tradent sur votre plateforme, vous avez des commissions par rapport à leur trade et c'est comme ça que vous continuez à rester, on va dire, en vie. Rappelez-vous, regardez Binance, Binance qui est monté, qui était ICO il y a pas très longtemps, il y en a un semestre, maintenant c'est l'exchange le plus populaire du monde, le plus grand du monde. Regardez aussi Coinbase qui a fait plus d'1 milliard de revenus. Bah, c'est quoi ce milliard de revenus? Bah, c'est les commissions qui sont perçues lorsqu'on fait un trade, une transaction ou quoi que ce soit. Bah, voilà, eux ils gagnent. Donc c'est ça. Rappelez-vous que ces exchanges et tous ces business ne sont rien sans les clients, donc ne sont rien sans nous qui tradons là-dessus. OK? Donc voilà, donc là c'est pour la news, mais apparemment ça ne veut pas se charger. Donc attendez, je vais bouger cette news-là comme ça ne consomme pas d'énergie pour rien. Et on reste avec CoinCheck. Et rappelez-vous, après ce qui s'est passé, le hack, ainsi de suite, il y avait des problèmes. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de clients qui avaient demandé à qu'on leur retourne leur fonds. Et maintenant, en plus de ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait des problèmes pour retirer des fonds. Mais il y avait des clients aussi en consensus. Donc, ils se sont retrouvés et ils ont demandé quelque chose d'assez curieux. Donc, CoinCheck pouvait le repayer, je pense, en yens ou en n'importe quelle autre chose, en n'importe quelle autre crypto. Mais eux demandaient à avoir un paiement dans une crypto bien particulière. Et donc, il y a eu un problème à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a plus de 130 personnes hein, qui ont été, voilà, 132 investisseurs qui ont redemandé, comme vous voyez ici, comment dirais-je, un paiement, donc un retour, comment dirais-je, qu'on le rembourse.
comment dirais-je, ce qui avait été déposé. CoinCheck a déjà procédé à des rémunérations et des compensations, mais maintenant, ben là, ils ont encore ça a été encore un peu plus loin. Maintenant, c'est quoi? Ben, c'est devant la justice qu'ils vont devoir s'expliquer. Donc là, voilà. Donc là, on les a amenés en justice, traînés en justice plutôt. Donc là, on a fini avec l'Asie. Hop là, petit problème ici. Que se passe? Voilà, la petite panne est passée. On a remis Google Chrome sans problème. Maintenant, on va continuer. Et maintenant, on va en Australie. Et en Australie, toujours problème de régulation. Et là, ça touche quoi? Ben, tous les traders. Tous les traders, rappelez-vous, ben, qui tradent le OC. C'est quoi le OC? Le OC, c'est le dollar australien. Donc, oui, les OC crypto traders, quoi? Ben, voilà. Il y a maintenant, ben, le fisc qui va arriver. Et maintenant, il y a encore bien plus de régulation. Donc, oui, ici, on voit un trader qui trade là et qui est en train de fuir les taxes. Donc, voilà, on les a laissés opérer durant un certain temps. Mais maintenant, il y a le fisc qui va venir. Rappelez-vous, comme aux États-Unis, eh ben là, on va pouvoir demander tout ce qui est en train de se passer au niveau, ben, tout ce qu'ils ont fait au niveau des exchanges, ainsi de suite, leurs transactions. Et maintenant, ben voilà, il va y avoir, ben, l'addition va être salée. Donc là, c'est ça, le fisc, les taxes, les impôts à payer là-dessus. Et vous voyez, c'est toujours les mêmes problèmes, hein, AML, anti-money laundering, les TFC, donc le contre-terrorisme, donc contre le financement du terrorisme, ainsi de suite. Donc là, beaucoup de choses qui vont être demandées aux banques. Rappelez-vous, il y a beaucoup de problèmes hein, pour les traders australiens avec les banques, avec les exchanges. Les exchanges aussi, leurs comptes bancaires ont été fermés. Beaucoup de problèmes là-bas. Et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est la régulation et aussi ben voilà les taxes hein. Donc là voilà le gros problème qu'ils ont là-bas, donc là ça continue et ça c'est généralisé hein, c'est au niveau du monde, c'est global, c'est la régulation. On a fini ici avec l'Australie, Nouvelle-Zélande, ainsi de suite, et maintenant on va en Europe. Et en Europe, qu'est-ce qu'il y a? On va commencer ici avec la Banque Centrale Européenne. Donc, on va directement à Francfort. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, la Banque Centrale Européenne est venue avec une alternative, comme ils disent, mieux que le blockchain. Donc, un système de paiement qu'ils ont appelé TIPS, hein, si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'était ça, TIPS. Et TIPS, c'est quoi? Target Instant Payment Settlement. Donc, un paiement instant settlement. Donc, c'est un règlement instantané. Vous voyez que le blockchain, faut des validations. Donc, les mineurs doivent valider et ainsi de suite, tout ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, ici, la Banque Centrale Européenne, rappelez-vous, pendant qu'il y avait tout cet engouement en blockchain, ainsi de suite, eux étaient en train d'essayer de travailler sur quelque chose qui sont en train quelque chose qui pourrait révolutionner le blockchain aussi et comment dirais-je pouvoir mettre rappelez-vous hein, la Fedcoin, et ici ce serait le Eurocoin ou le eCoin ou le ECB coin ou allez savoir c'est quoi sur ce réseau, et que les paiements soient instantanés, parce que c'est ce qu'on on veut. Nous réellement on veut quelque chose qui va être utile, et pour que ce soit utile, rappelez-vous, je donne souvent cet exemple, vous voulez acheter je sais pas, vous êtes au Carrefour, vous avez fait vos courses et ainsi de suite. Vous voyez que le temps qu'on scanne vos courses, bon, s'il y a encore une caissière qui va être là, ou bien s'il y a le check-out du style Amazon Go, bon voilà, on va dire, on va prendre l'exemple, il y a encore la caissière qui est là, elle scanne tous vos articles, tout est fait, et maintenant vient le moment de payer, vous décidez de payer en Bitcoin, et ben voilà, c'est un paiement vous avez fait des courses de 70 euros par exemple, et ben voilà, les mineurs pour eux, c'est pas juteux de valider votre paiement de 70 euros, donc vous allez attendre que votre transaction soit validée, donc vous ne savez pas dans quel bloc ça va être. C'était un bloc est créé en moyenne toutes les 10-15 minutes. Ah ben là, maintenant, vous allez attendre. Alors imaginez-vous, vous devez attendre 48 heures pour que votre paiement soit validé. Vous n'avez pas à attendre 48 heures là, donc dire 2 jours là dans la file. Il y a du monde derrière vous et vous aussi, vous avez une vie à faire. Ok? Donc voilà, c'est ça la chose. Donc vous voyez quelque chose qui vous arrivez, boum, clic-clac, comme avec Visa, Mastercard. Donc vous mettez votre PIN, ou bien maintenant on a les cartes, les contactless, donc les cartes qu'on passe juste comme ça sur le terminal, et ça y est, c'est fait. Donc c'est ce qu'on veut. Maintenant, voilà, pendant ce temps-là, les banques centrales elles ont travaillé là-dessus, et la Banque Centrale Européenne, à sa tête M. Mario Draghi, ils ont sorti quoi? Le TIPS, donc Target Instant Payment Settlement, donc pour que ce soit un paiement instantané. Et voilà, là c'est la chose. Donc là, j'avais déjà parlé de cela lors des crypto-rapports, je pense que c'était du automne 2017, où il y avait, j'avais parlé de la BIS, hein, donc de la BIS, donc Bank of International Settlements, donc la Banque des règlements internationaux, qui parlait un peu de tout ça avec le Money Flower, donc c'était quoi? La Fedcoin, le Catcoin, ainsi de suite. Et donc là, on va revenir sur ce document dans le Global Crypto Research, on va aller en profondeur dedans et on va revoir tout ça, et bien sûr, on va s'intéresser aussi sur ce que la Banque Centrale Européenne est en train de faire. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de développer, on va dire, un rival pour le blockchain et pour des cryptos. Continuons maintenant, là on va à l'Union Européenne, donc on va à Bruxelles, et maintenant vous voyez qu'on a vu la Banque Centrale Européenne, donc Francfort, maintenant on va à l'Union Européenne, donc Monsieur Juncker.
Et on va ici, et qu'est-ce qui se passe? Et là, ici, il y a encore quoi? Un problème de régulation, des nouvelles règles, possibilité de nouvelles règles concernant quoi? Les cryptos. Donc les actifs crypto, c'est quoi? Et cette règle-là va bientôt être lancée ici. Donc là, c'est la Commission européenne qui veut commencer à lancer cela. Ben, je pense qu'en vrai, c'était déjà fait, hein. Le 26 février, bah ouais, bah, c'était déjà fait. Donc c'était il y a une semaine, plus ou moins. Enfin, au courant de la semaine passée. La semaine qui vient de se terminer plutôt. Et donc voilà. Donc là, il y aura des nouvelles règles concernant les cryptos, le blockchain et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ouais, principalement, ben, c'est quoi maintenant les cryptos? Est-ce que c'est une devise? Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est un bien immobilier? C'est quoi exactement? Ça va être vu comment? Et aussi, bien sûr, des ICO et tout ce qui est en train de se passer. Donc, qui dit commission, dit régulation, dit il y aura, ben, j'espère que pour l'Europe, ça va être régularisé. Et ça va être harmonisé au niveau, ben, qu'est-ce qu'on doit payer comme taxe, donc principalement pour les 27 hein, de l'Union européenne et pas mal de choses. Et comme vous voyez, lors de la prochaine réunion du G20, on va en parler. Donc là, vous voyez que là, c'est toujours d'actualité. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue, vu que nous, principalement, qui sommes basés en Europe, ça nous affecte directement. Ok, laissons un peu maintenant les entités centralisées européennes, donc Banque centrale et Commission européenne. Et maintenant, on va en Grande-Bretagne et en Grande-Bretagne, pardon, non. Là, on va d'abord à Amsterdam, donc en Hollande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un citoyen britannique était en train de faire, bon, présumé, hein, donc on l'a arrêté et on dit que là, ils étaient en train de faire quoi? Bah, de blanchir de l'argent de la drogue, plus ou moins 11,5 millions d'euros ont été blanchis à travers cette personne donc, qui a accepté des paiements et qui ensuite les repassait en crypto et ainsi de suite. Donc, ouais, un jeune anglais de 38 ans, donc un homme âgé de 38 ans, et qui aurait commencé à faire cela, enfin, entre 2014 et 2016, aurait blanchi plus de 11,5 millions, donc via de l'argent, de la drogue. Et donc voilà. Et le tout provenant d'où? Comme vous voyez ici, ben, des marketplaces de la dark web. Donc là, voilà, on va suivre ce qui se passe. Là, ici, vous avez exactement l'article, les noms. Donc là, vous pouvez aussi faire vos recherches, mais on va continuer à regarder un peu ce cas, parce que lui, il dit qu'il est innocent et que tous ses clients, bah, c'était de l'argent qui était clean. Donc là, vous voyez que 11,5, c'est quand même beaucoup. Donc là, c'est une histoire de quoi? Ben, où étaient les taxes par rapport à ça? Donc on lui est tombé dessus. Blanchiment d'argent. Maintenant, oui, on va en Grande-Bretagne. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Donc les SME, c'est le Small and Medium Enterprise, donc les petites et moyennes entreprises. Et là, on a fait un survey, donc c'est-à-dire il y a eu un sondage qui a été fait au niveau, comment dirais-je, ben, de tous les propriétaires de petites et moyennes entreprises. Et on leur a dit, ben, que pensez-vous des cryptos et ainsi de suite. Et la plupart d'entre eux disent que les cryptos seront mainstream, donc c'est-à-dire d'utilité quotidienne dans leur, on va dire, dans leur local, business, ainsi de suite, pour 2020. Donc 2020, c'est dans 2 ans. Donc d'ici 2 ans, on pourrait voir vraiment une acceptation et une utilité au quotidien des cryptos, peu importe laquelle, hein, Bitcoin, ceci ou cela. Donc voilà. Donc là, le survey a été fait. Donc 504 petites et moyennes entreprises, donc les propriétaires de ces genres de business, et plus d'un tiers, hein, on dit que oui, les cryptos vont être un moyen de paiement officiel et accepté d'ici 2020. Donc voilà. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais rappelez-vous, pour ça, il faut quoi? L'amélioration des frais de transaction, rapidité de transaction, validité. Donc là, il faut que tout soit OK au niveau du réseau et bien sûr pouvoir supporter le même nombre de transactions par seconde. Donc vous voyez souvent ça, donc les TPS, donc Transaction per Second, que peuvent effectuer, on va dire, de mon wallet directement au wallet comment dirais-je, du marchand. Donc là, c'est rivalisé directement avec Visa et Mastercard. Donc vous comprenez réellement pourquoi est-ce que ça urge pour tout ce genre de compagnie de commencer à bosser très dur. Vous voyez comme fait un peu la ECB, hein, donc on a vu donc la BCE, pardon, pour tout ce qui est paiement instantané. Donc là, en gros, ça va être ça. Ok, donc continuons. Maintenant, on va où? On reste en Europe et on va où là maintenant? Là, on va aller en Russie et maintenant il y a eu des problèmes. Vous voyez que lorsqu'il y a des personnes on va dire, qui se déclarent en banqueroute, il y a une loi qui vient d'être passée qui va faire en sorte si une personne se déclare être en banqueroute, eh ben on ne va pas saisir ses cryptos. Vous voyez que là maintenant il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas saisir ses cryptos? Imaginez-vous si vous avez les huissiers qui viennent chez vous, donc là, si vous êtes en banqueroute, vous devez de l'argent, bah, on saisit vos biens. Donc, vous voyez, les biens mobiliers, on va venir les saisir, on peut geler vos comptes et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un truc qui fait quoi? Ben là, comme vous voyez ici, on ne va pas saisir les cryptos pour le remboursement des dettes lorsqu'une personne a déclaré être donc un citoyen russe ici est en banqueroute. Donc là, c'est quelque chose de pas mal. Il faut continuer à aller dedans. Donc là, c'est ça. On va continuer à creuser pour voir ça. Moi, j'ai trouvé ça curieux. Mais vous voyez qu'il y a déjà eu, on a déjà partagé des news ici. Hein, dans certains cas, on avait saisi des cryptos, mais en Russie, non. Donc voilà. Maintenant, on va continuer. Hop là, excusez-moi.
On continue, on reste en Russie, on va voir monsieur Vladimir Poutine. Et qu'est-ce que dit monsieur Vladimir Poutine? Pour lui, ça urge que la Russie développe des applications blockchain et qu'il y ait aussi le e-rouble. Et bien sûr, il dit on ne peut pas être les derniers dans la course. Pourquoi? Là, et qui va contrôler le blockchain et pas mal de choses comme ça demain. C'est un gros avancement technologique. Et qui dit ça? Il y a l'intelligence artificielle et beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et lui ne veut pas être le dernier. Donc, il urge beaucoup de gens, sa nation, a développé blockchain, application et ainsi de suite. Et rappelez-vous que l'année passée, il voulait déjà qu'avant le 1er juillet 2018, je crois, cette année-ci, c'est sa dernière année de mandat normalement. Je ne sais pas s'il va se représenter, mais je pense qu'il va se représenter. Qui voulait que tout soit fait au niveau comment dirais-je, de la régulation, des législations, donc des lois, statut pour des ICO, statut pour des cryptos et avancement pour le blockchain, ainsi de suite, et les taxes pour des mineurs et pas mal de choses. Ok? Mais vous voyez que là, ils sont crypto-friendly. Ok. Et là maintenant, c'est quoi? S'ils sont crypto-friendly, ils sont aussi mining-friendly. Et là maintenant, il y a des nouvelles plantes d'assemblage d'assemblage de mining rigs. Donc c'est-à-dire que de rigs miniers, hein, donc les appareils, on va dire, pour pouvoir miner des cryptos qui vont, comment dirais-je, là c'est une nouvelle usine en Biélorussie. Et donc là, c'est fait. Donc là, avec tout un nouveau parc industriel, hein, donc principalement pour les business entre la Chine et la Biélorussie, voilà, qui ils sont en train de monter cela et ils sont en train de monter quoi? Des équipements pour tout ce qui est l'activité, de tout ce qui est activité minière. Donc vous voyez que comme vous voyez ici, une demande est en train, la demande est fabuleuse, donc est extraordinaire. Donc rappelez-vous, ça, c'est à mettre en lien avec Nvidia, AMD et Intel et ainsi de suite. Pourquoi? Les cartes graphiques pour toutes ces choses-là. Donc là, c'est quelque chose de très important. Avec là, ça en fait un business très, très, très juteux et très, très, très profitable. Rappelez-vous, la première banque russe, Sberbank, qui avait fait une razzia au niveau des cartes graphiques, avait tout racheté. D'abord, oui, c'est juste pour notre labo. Après, oui, on va commencer à miner. Oui, maintenant, on mine et on vend des cryptos aussi. Mais rappelez-vous, ils peuvent miner en Russie, mais vendre à partir de leur succursale suisse basée à Zurich. Ok. Maintenant, on reste dans la même zone et on va à Liberland. Et qu'est-ce qui se passe à Liberland? Liberland, comme vous voyez ici, c'est ce nouveau pays qui se trouve entre deux pays à fort conflit là-bas dans la zone de l'Europe de l'Est, qui va lancer sa propre crypto et qui accepte du Bitcoin et du Bitcoin Cash et de l'Ethereum. Donc voilà, donc ça en fait maintenant un pays complètement mis sur le blockchain et ils sont en train de continuer à faire cela. Comme vous voyez, le pays se trouve entre la Croatie et la Serbie. Et là, maintenant, voilà, le pays s'appelle Liberland. Et donc là, voilà, ici, ils acceptent les cryptos, Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum. Et bien sûr, bientôt, il y aura le lancement de leur propre crypto. Voilà, et là maintenant on va terminer avec la Pologne. Et qu'est-ce qui se passe avec la Pologne? Pologne, cet article ici, il faut le mettre en relation avec le Venezuela. Pourquoi? Parce que là, lorsque Nicolas Maduro et son gouvernement, enfin ceux qui étaient pro-pétro, avaient lancé le pétro, ils avaient émis une liste de pays qui disaient qu'ils s'étaient déjà, comment dirais-je, compromis à acheter des pétros, qu'ils allaient l'utiliser, et ainsi de suite et tout ça. Et parmi ces pays, il y avait la Pologne. Mais il y a eu un démenti maintenant des autorités polonaises pour dire, nous, on n'a jamais dit au Venezuela qu'on allait faire partie, vous voyez ici la liste des pays, qu'on était pro-pétro et qu'on avait un intérêt quelconque pour faire du business au niveau commerce international en pétro ou même avec le Venezuela par rapport à cela. Donc voilà. Donc ça, c'est le gros problème. Et on va terminer avec la Suisse. Et maintenant, on va comment dirais-je, au stock market suisse. Et là, c'est encore une histoire de régulation. Donc, vous voyez ici le Swiss Stock Exchange. Et là, c'est la personne donc, qui est en charge là-bas. Et il dit que quoi, pour lui, ce serait très bon qu'on ait qui est un e-franc. Ouais, que là, c'est l'opinion du boss du stock market suisse, mais par contre, c'est à l'encontre de ce que pense la personne qui est à la tête de la banque centrale suisse. Donc, il y a un qui dit non, on n'a pas besoin d'un e-franc, et un autre qui dit oui, on a besoin d'un e-franc. Lui, le e-franc, pourquoi? Il a vu que ça, c'est pour des traders, donc pour des échanges, pour des marchés de capitaux, c'est positif, mais ici, la Banque nationale suisse, c'est quoi? C'est au niveau, émettre une monnaie fiduciaire basée sur le e-franc, pour eux, non. Donc vous voyez deux autorités, deux entités centralisées qui sont l'une pour et l'autre contre. Donc là, c'est très intéressant. Là, maintenant, on va aller où on va rester dans tout ce qui est entité, mais entité bancaire, institution, et on va terminer avec les banquiers.
internationaux. Et là, maintenant, on commence par Monsieur Mark Carney, qui est le gouverneur de la banque de BOE, donc Bank of England. Et là, maintenant, il parle de quoi? Des cryptos. Et lui, pour lui, il faut une forte régulation. Rappelez-vous que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je vous parlais de ce qu'il disait, lui, au sujet des cryptos et du Bitcoin. Il disait que le Bitcoin nous avait failli comme monnaie. Donc, pour lui, le Bitcoin n'a pas rempli ses fonctions de monnaie. Donc, ce qu'il promettait, zéro. N'a rien fait. Et donc là, il parle de la régulation des cryptos. Et on reste encore avec M. Mark Carney ici, toujours à partir de Bloomberg. Et là, comme il dit, voilà, il faut qu'il y ait des standards. Donc là, il parle vraiment de standards au niveau international. Rappelez-vous, là, c'est ce que je vous disais, que c'est pas standardisé au niveau des lois, des législations, des régulations. Chaque pays, il va de son propre, fait comme bon lui semble. Mais là, ce n'est pas, comment dirais-je, standardisé ni globalisé. Donc là, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il propose. Maintenant, on va vers les banquiers de Wall Street et on va à JP Morgan Chase Co. Ici, le CEO, M. Jimmy Dimon, rappelez-vous, rendu célèbre vu ses commentaires négatifs pour lesquels il s'est excusé, mais que je trouve ça a été fortement utilisé, vu sa position, vu la personne, vu que moi j'ai regardé les heures de 3, 4, 5, 6 heures de conférences auxquelles il a participé, et vraiment, là, moi je peux vous le dire, après avoir écouté, certaines de ses phrases ont été sorties de contexte. Pourquoi? Juste parce que c'est un personnage super connu, et c'est la plus grosse banque aux États-Unis, comment dirais-je, si on parle d'actifs. Donc là, ça en fait quelqu'un de très 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 lourd. Et voilà, les cryptos, la régulation des cryptos et ce qu'est le Bitcoin, voilà, et le blockchain, ainsi de suite. Comme on dit, si c'est décentralisé, ça le mettrait lui au chômage, lui et son business. Donc son business model devrait être revu. Pourquoi? Parce qu'il gagne énormément, les bonus et les commissions qu'ils ont, ainsi de suite. Donc voilà. Et maintenant, il y a un risque, vu que maintenant, de plus en plus de clients sont en train de demander au niveau de tout ce qui est crypto et ainsi de suite. Et bien sûr, la nature décentralisée des cryptos, il y a un risque. Pourquoi? Par rapport aux banques. Donc là, voilà, ça pourrait les rendre obsolètes. Et donc là, lui, il vient en parler clairement et ouvertement. Et donc là, il est très concerné par cela. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a avec Monsieur Jimmy Dimon. Maintenant, on va à Goldman Sachs. Et Goldman Sachs, bien sûr, parle de la même chose que du Monsieur Jimmy Dimon. Rappelez-vous, Goldman Sachs est un prime broker, donc un broker, et donne aussi des services financiers, donc de trading, ainsi de suite, pour des clients très 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 fortunés, donc un gros patrimoine, donc de genre Warren Buffett et ainsi de suite. Et pour aussi, c'est la même chose, il y a un business risque si on commence à rentrer dans le business des cryptos. Dû la volatilité et dû la phase embryonnaire dans laquelle on se trouve, qu'il y a certains projets qui pourraient aller à zéro, donc on a investir fortement dedans, voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, Goldman Sachs aussi a fait beaucoup de news par rapport à quoi? Par rapport à Circle, donc Circle qui est une, comment dirais-je, une boîte qui donne des services financiers, donc principalement de prêts, micro-prêts et pas mal de choses, qui était déjà, qui avait été, dans laquelle Goldman Sachs est fortement investi, donc je pense qu'ils ont une grosse, ce sont des actionnaires majoritaires de Circle, et Circle a racheté Poloniex. Ok, donc ça c'était la news qu'il y avait cette semaine-ci. Et donc là, vous voyez qu'on en parle encore ici. Circle qui a acheté Poloniex. Donc rappelez-vous que Circle, en plus d'être une boîte qui donnait des services financiers, c'est aussi un exchange. Et c'est un exchange pour clients qui déposent minimum 250 000 $. Donc si vous voyez que Bitfinex c'est minimum 10 000, Kraken c'est minimum 2 000 en fiat et ainsi de suite, et Circle eux c'est directement d'entrée 250 000. Donc là c'est vraiment pour du trading, on va dire, pour quand même des personnes assez fortunées qui ont vraiment pas mal de choses, on va dire pas mal de capitaux, et eux maintenant viennent d'acquérir Poloniex. Ok, donc là vous voyez que la news a été généralisée, on en parle un peu partout, tout le monde parle de ça, l'exchange Poloniex qui a été racheté par Circle et ainsi de suite. Donc vous voyez la news est là, donc tous les news outlets en parlent. Mais maintenant moi je viens ici vous faire état d'un point de vue de recherche. Vous voyez que lorsque on voit ce genre de news, il faut la valider. Donc moi, lorsque je vois une news pareille, moi je ne crois qu'en mes analyses, qu'en mes recherches et qu'en mes investigations, ce que je vous dis toujours que vous devez faire, là je vais là où je peux vérifier ça. Donc vous voyez ici, on est dans Crunchbase, et là, vous n'avez qu'à taper le nom de la compagnie que vous voulez, toutes les compagnies apparaissent, et vous allez voir exactement qui c'est, vous voyez exactement elle est basée où, qu'est-ce qu'elle fait, FinTech, paiement, personal finance, on voit des micro-prêts et ainsi de suite, on voit dans quelle année elle a été fondée, qui sont ses fondateurs et ainsi de suite, et maintenant on peut voir quoi, c'est une compagnie qui est là pour du profit, vous voyez toutes les infos et ainsi de suite, et on voit quoi maintenant, le nombre d'investissements. Donc vous voyez qu'ils ont 4 investisseurs, donc les funding rounds, donc avec 4 investisseurs réellement, donc les big investisseurs qu'ils ont, vous voyez au total. Pour fonder la compagnie, il leur a fallu, vous voyez que depuis 2013, au total, ils ont levé 136 millions de dollars. Goldman Sachs apparaît ici. Vous voyez que Goldman Sachs a mis, le 30 avril 2015, Goldman Sachs a injecté 50 millions dans Circle. Ok, et à travers Goldman Sachs, il y avait, vous voyez ici, 9, comment dirais-je, Goldman Sachs, c'était l'investisseur number 9. Maintenant, vous avez les lead investors, donc les compagnies qui ont fortement investi dans Circle dès le début. Donc, vous voyez Baidu et des compagnies qui sont très importantes. Vous voyez ici des compagnies China International et pas mal de choses. Baidu aussi, c'est chinois.
ainsi de suite. Et maintenant, vous voyez les acquisitions qu'a fait Circle. Et vous voyez ici que le 27 février 2018, ils ont acquis Poloniex pour la somme de 400 millions de dollars. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est le jeu des poupées russes. Goldman Sachs, c'est un grand requin qui lui a mangé Circle et qui Circle lui à son tour, comment dirais-je, à Poloniex. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous remontez la chaîne, ben voilà, donc on va dire que maintenant Poloniex va être contrôlé par Goldman Sachs. Et pourquoi est-ce que ça c'est important et pourquoi est-ce qu'il faut comprendre? J'étais en train de l'expliquer à pas mal de personnes cette semaine-ci. Vous devez comprendre une chose. Là, je vais prendre mon outil pour dessiner et on va dessiner ça pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Là, c'est une chose que beaucoup de personnes ne savent pas comment ça fonctionne et là, je vais vous montrer ça rapidement. Ouais, moi j'ai bossé comme broker et ainsi de suite. Et lorsque vous bossez comme broker, vous devez, enfin, une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, ça c'est vous. Donc on va dire client. Le client va passer par le broker avec lequel moi je bosse toujours là et je suis toujours avec eux, c'est 8Safe UK Ltd qui opère sous le nom de IronFX. Ok, donc IronFX. Mais IronFX réellement a été mis sur pied par qui? C'est un ancien JP Morgan qui a monté IronFX. Donc IronFX donne un service. Ouais. Mais réellement, la boîte qui est derrière IronFX, qui nous donne réellement accès au marché, c'est Barclays. Okay. Donc, c'est la banque d'investissement Barclays PLC, qui est une banque britannique, c'est une des plus grosses banques d'investissement là-bas. Et de Barclays, donc tous les ordres que le client va passer, Forex, actions, tout ce que vous voulez avec des dérivés, rappelez-vous que et là, ça va passer au LSE, donc au London Stock Exchange, donc à la bourse de Londres. Les ordres sont passés de Barclays directement là. Donc réellement, lui, il me donne des services de broker, mais mon véritable broker, ce qu'on appelle un prime broker. Donc vous voyez, Barclays, c'est l'équivalent de Goldman Sachs. Moi, mon client, je passe mes ordres d'achat, de vente, dérivés, donc tout ce que vous voulez. Donc même maintenant, avec plus 500, on bosse aussi avec Barclays. Je passe mes ordres à 8Safe UK Ltd ou à plus 500. Plus 500, réellement, ne sont juste là. Pourquoi? Vu que Barclays ne traite qu'avec des gros clients. Moi, si je viens déposer 10 000, ça n'intéresse pas Barclays. Barclays, ils veulent du style 250 000, 500 000, 1 million et plus. Alors moi, j'ai ce qu'on appelle un service qui est là pour les retail brokers, pour les retail investors, donc pour les petits porteurs. On passe par 8Safe UK Ltd, donc IronFX, plus 500, Trading 212, Markets, tout ce que vous voulez. Et après, les ordres qui sont placés ici, réellement, le prime broker, c'est Barclays. Donc réellement, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça. Donc c'est moi, on va dire IronFX, qui est juste là pour me donner un service, rappelez-vous. De IronFX, ça passe réellement à donc BRC, donc ça c'est Barclays, et de Barclays, réellement les ordres sont à la bourse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Barclays, c'est une banque d'investissement, donc une investment bank. Et que fait l'investment bank? Eux aussi, ils opèrent au London Stock Exchange. Donc maintenant, vous devez savoir que quoi? Tous les ordres que moi je passe à travers eux, ils l'ont. Eux, ils ont quoi? De l'intelligence artificielle qui voit toutes nos positions. Donc, ils savent où on veut être in, où on veut être out, où sont nos take profits et où sont nos stop loss. Ouais, ils savent ça. Et une chose que vous devez savoir, c'est qu'au London Stock Exchange, donc maintenant dans les bourses, plus de la moitié des opérations qui sont passées sont des opérations qui sont faites avec des dérivés. Donc là, lorsque vous tradez des CFDs, tout ça, c'est ce qu'on trade aussi au London Stock Exchange. Donc là, directement, on sait comment on opère et ils ont des intelligences artificielles qui vont voir tous les ordres de tous les clients qui passent à IronFX. OK? Donc là, ça c'est la réalité de la chose. Ces banques-là, ceux qui nous donnent des services sont mis sur pied par une banque d'investissement. Regardez toujours la banque qui bosse avec votre broker. Et ça, c'est fait. OK? Donc là, il faut le savoir. Donc là, moi, je vous parle de ce qui se passe réellement au niveau interne, puisque voilà, moi, j'ai été là. OK? Donc voilà exactement ce qui se passe. Maintenant, dans le cas de Goldman Sachs, prenons la chose. Donc Poloniex. Donc vous voyez, nous, on est quoi? Nous, on est ici, client de Poloniex, on fait nos trades. Poloniex, maintenant, a été acquis par Circle, qui, lui, maintenant, appartient à GS, donc à Goldman Sachs. Et Goldman Sachs, n'oubliez pas, c'est une investment bank. Donc, Goldman Sachs, en ayant cela, il a son intelligence artificielle. Ils opèrent, rappelez-vous que les revenus que fait Goldman Sachs et JP Morgan, ainsi de suite, les banques font des revenus en tant que dans le trading. Si vous regardez leur statut, donc leur publication trimestrielle, il y aura toujours les trading revenue. Ils tradent. À l'intérieur de Goldman Sachs, il y a un fonds spéculatif basé à la City et une partie aussi à New York qui opère dans les marchés. Et donc eux, en ayant ça, leurs intelligences artificielles, qu'est-ce qu'il y a? Ils connaissent toutes vos positions. Ils savent comment est-ce qu'on est positionné dans le Bitcoin. Ils savent qu'on est positionné dans le Bitcoin, enfin dire tous les actifs qu'offre Poloniex. Et donc tout ça, ils le savent. Ok? Donc là, directement, ils peuvent envoyer. Donc ce qu'ils font, c'est du clearance. Pourquoi? Pour tous leurs clients
Donc les personnes qui peuvent déposer 250 000 dollars qui sont en train d'opérer à travers Circle, ben voilà, Goldman Sachs est juste là pour leur donner un service d'appui. Ouais. Et s'ils veulent avoir certains clients qui opèrent là, ben, il y a certains clients qui peuvent opérer là et d'autres clients pour qui Goldman Sachs sert de broker, ben, ils peuvent prendre du risque pour eux. Rappelez-vous à travers le CBOE et à travers le CME. Et ça, ce sont les contrats futurs. Et aussi à travers le GBTC. Et aussi à travers le NYXBT. Et voilà exactement comment ça se passe. Donc là, c'est ça. Ouais, donc là, ils vont, à travers ça, bah, ils savent réellement tout ce qui est en train de se passer. Là, vous allez me dire, ouais, mais Poloniex, c'est pas un exchange super gros, ni quoi que ce soit. Bon, là, maintenant, pour vous montrer quelque chose, on va juste taper Coinbase. Comme ça, vous allez voir c'est quoi Coinbase. Donc voilà, Coinbase, vous voyez ici, organisation, Coinbase, Digital Currency Wallet. Et donc là, vous allez pouvoir voir qui est réellement Coinbase, donc sans passer par les médias ni quoi que ce soit. Donc là, ici, exactement comme on a fait hein, comment dirais-je, comme on a fait exactement avec Circle. Là, vous voyez ici Coinbase, c'est quoi la boîte, ainsi de suite, qui c'est qui était derrière, qui c'est qui l'a fondé, vous voyez exactement qui sont, ce qu'ils font. Vous voyez les fondateurs de Coinbase. Maintenant, vous voyez les funding runs, donc tous ceux qui ont mis de l'argent dedans. Et si vous regardez, Bank of Tokyo, vous voyez, je vous ai parlé de la Mitsubishi Bank qui est derrière. Draper Fisher, ce sont quoi? Ce sont des hedge funds. Andreessen Horowitz, qui est un des copains de Peter Thiel, donc des personnes qui sont derrière la plupart des cryptos qui sont là. Donc vous avez les noms, faites vos recherches, vous allez voir exactement qui ils sont. Vous voyez encore ici toutes les levées de fonds qu'ils ont fait. Donc vous voyez ici toutes les compagnies qui ont investi dedans. Maintenant, les acquisitions qu'ils ont faites. Vous voyez l'équipe qui est dedans. Et regardez, Charlie Lee, Coinbase. Charlie Lee, c'est Litecoin. Vous voyez là, son nom est là. Donc, monsieur Charlie Lee est là à Coinbase. Parce qu'il y avait beaucoup de choses lorsqu'on parlait de lui. Coinbase et GDAX aussi, hein, c'est à eux. Hein. Donc, on parlait de, oui, tiens, lorsqu'il avait revendu tout ce qu'il avait, il avait tout revendu à travers GDAX. GDAX, ça appartient à Coinbase. Mais maintenant, on va faire quelque chose. On va regarder le nombre de quoi. Vous voyez les investors. On va regarder rapidement ici tous les investisseurs qu'ils ont. Donc, quelles sont toutes les personnes qui ont participé aux investissements. Donc, rappelez-vous, on a vu ça avec Poloniex et ainsi de suite. Et voilà. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la Mitsubishi avec l'exchange CoinCheck. Donc là, c'est la MUFG. Donc, c'est la plus grande banque d'investissement au Japon. Donc, cette banque-là qui trade aussi. La Bank of Tokyo est là qui trade aussi. Vous avez encore les Draper Fisher, donc ce sont des hedge funds et des venture capital. BB Ventures, donc le bras armé du venture capital de BBVA, qui est une banque espagnole. Blockchain Capital. Et qu'est-ce que vous avez encore ici? Un nom, New York Stock Exchange. New York Stock Exchange, c'est quoi? C'est Wall Street. Donc Wall Street fait partie des investisseurs de Coinbase. Et vous avez aussi Greenbridge. Greenbridge, là vous avez, il y a un rappeur très connu, hein, vous voyez, le rappeur Nas est un des 6 fondateurs de Queensbridge. Donc là, vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Il y a encore d'autres boîtes, Red Swan, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, par exemple, à travers à travers Coinbase, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez des entités comme le New York Stock Exchange, donc le ARCA qui est là, donc qui crée le NYXBT. Voilà exactement d'où ils prennent leur prix. Donc ils connaissent le volume de transactions, les positions des clients et ainsi de suite qui sont là à travers, comment dirais-je, à travers Coinbase et GDAX. Ok, donc voilà. Et vous voyez ici American Stock Exchange. Donc là, donc Wall Street, c'est exactement tout ce que les personnes sont en train de faire. Vous voyez ici hein, les investissements qu'ils ont dans Coinbase et ainsi de suite. Donc là, c'est très simple, comment dirais-je, de pouvoir voir ça. Et vous voyez qu'ils ont mis combien? Ils ont mis 75 millions dans Coinbase. OK? Donc là, voilà, ça fait partie des investisseurs qui font partie de ces compagnies-là. Donc vous voyez que vous devez savoir ces choses-là. OK? Donc maintenant, on continue. Et on va revoir une autre entité, donc BitPay. Donc si vous voulez faire la même chose, vous prenez BitPay et vous recherchez et vous allez voir exactement ce qui est en train de se passer. Et maintenant le service de BitPay, qu'est-ce qui est en train de se passer? Encore des problèmes au niveau des paiements. Vous voyez BitPay bans payments to merchant of explicit content. Donc là pour quoi? Au niveau du cloud mining et gambling. Donc voilà, hein, donc là il y a eu des problèmes. Vous voyez que c'était quoi? BitPay, c'était une plateforme qui permettait de faire des paiements. Et maintenant il y a une jeune actrice pour ciné pour adultes nord-américaine qui utilisait BitPay pour être payée, ainsi de suite, et maintenant elle ne va plus pouvoir être payée à travers BitPay. On lui a dit qu'elle avait 2 mois, ouais c'est ça, hein, 2 mois pour trouver, comment dirais-je, un autre service et lui permettre de recevoir ses paiements en crypto. Donc voilà, donc elle est en train de faire son business et on va arrêter son e-wallet à travers BitPay. Donc là, elle ne pourra plus accepter des paiements en crypto, donc elle va devoir bouger à un autre endroit. Donc voilà ce qui est en train de se passer ici. Donc là, c'était
principalement cette histoire-là. Maintenant, on va rester dans les entités, on va regarder Binance. Vous voyez Binance qui est passé d'une ICO en étant l'exchange le plus grand du monde. Rappelez-vous, c'était créé par un Chinois, M. Zhao, qui a bougé, vu que quand la Chine est en train de faire ce crackdown là sur les ICOs et sur les cryptos et ainsi de suite, et les exchanges, et il est parti au Japon. Et donc là, maintenant, vous voyez qu'il y a toujours quoi, Binance, il faut avoir leur monnaie, donc le BNB, pour pouvoir trader principalement avec toutes les cryptos que vous voulez, et ils vont réduire les frais de retrait de 25%. Donc ça en fait quelque chose qui est exactement super cool, hein. Donc là, ce que vous voyez que des frais de retrait sont baissés, donc là, c'est cool. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. Et d'un autre côté, on continue encore avec Binance. Et vous voyez que là, maintenant, c'est plutôt au niveau du trading de leur coin. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours ce qu'on appelle des burns. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de Binance qui étaient en circulation. Et eux, ce que fait la compagnie, toujours pour maintenir, on va dire, l'inflation sous contrôle, tous les Binance qui sont comment dirais-je, en circulation, la propre compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre sur le marché, elle rachète des Binance et elle fait ce qu'on appelle des burns. Donc elle détruit des Binance. Pourquoi? Pour maintenir un certain nombre de BNB en circulation. Et pourquoi? De là, être sûr que, vous voyez, que l'inflation, déflation est sous contrôle. Pourquoi? Pour maintenir la valeur. Donc là, ça c'est un principe un peu plus macroéconomique, inflation, déflation, mais comprenez juste ça que c'est à voir avec le nombre, comment dirais-je, de BNB en circulation. Donc là, si c'est par rapport à l'euro, l'inflation de l'euro, si l'inflation augmente, ça veut dire quoi? On a augmenté le nombre de notes de banque, donc d'euros en circulation. Déflation, on diminue le nombre d'euros en circulation et c'est ça qui va affecter les prix. Donc vous voyez le prix qui est monté de autant, tiens, parce qu'il y a autant d'euros en circulation. Donc un exemple, hein, si avec 10 euros en circulation, je sais pas moi, un litre de lait coûtait 1 euro, si maintenant je mets 20 euros en circulation, donc là il y a une inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant le prix du lait va s'adapter à l'inflation. Donc maintenant il y a avec 10 euros en circulation, le lait valait 1 litre de lait valait 1 euro. Alors maintenant avec 20 euros en circulation, le litre de lait vaudra 2 euros. Vous voyez que ça s'aligne, ça s'ajuste à l'inflation. Donc ouais, c'est ça les trucs. Et maintenant si j'enlève par exemple 5 euros qui a 15 euros en circulation, mon litre de lait vaudra 1,50 €. Vous voyez, donc là c'est inflation, déflation. Et là maintenant dans les cryptos, oui, ça a toujours été un gros problème. Comment est-ce qu'on fait cela? Là c'est ça. Donc là Binance a trouvé la parade. C'est quoi? On rentre dans le marché, nous-mêmes on rachète nos Binance et on fait des burns. Donc là maintenant au mois de mars, ils vont détruire X quantité de Binance. Pourquoi? Pour maintenir sa valeur. Ok. Et donc là, mais qu'est-ce qu'on a vu avant cela? On a vu le Binance tanker un peu. Ok. Donc là, voilà. Ça, c'est ça pour le Binance. Maintenant, on continue et on va terminer avec, on n'a plus que 3 articles ici. Starbucks, rappelez-vous Starbucks, le blockchain, je pense que j'en avais déjà parlé, j'avais partagé déjà des vidéos. Moi, si ce n'est pas ici, c'est des choses que je suis en train de réserver pour le Global Crypto Research. Mais en quoi? Starbucks, c'est une compagnie qui est listée dans le Nasdaq. C'est peut-être une compagnie qui donne un service, donc vente de biens de consommation, ici le café, donc restauration et ainsi de suite. Mais maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est une compagnie qui est toujours en train de développer des choses technologiques, donc vous voyez, d'avoir une communauté, une présence forte online, permettre pas mal de choses à travers leur application. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de venir avec une espèce de Starbucks Coin. Pourquoi? Pour être dans le blockchain. Vous voyez que le directeur, monsieur, c'est quoi? C'est monsieur Schulz? Ouais, voilà. Monsieur Howard Schulz n'est, comment dirais-je? Lui, il est contre le Bitcoin, il ne fait pas confiance au Bitcoin, mais pourtant, il aimerait bien avoir pour sa communauté et enfin, communauté pour les clients qui sont en communauté autour des applications Starbucks, avoir une utilité blockchain pour améliorer les services qu'ils donnent à leurs clients. Donc là, il pourrait avoir une espèce de Starbucks Coin, donc un jeton Starbucks. Rappelez-vous que là, ce sont des types de cartes de fidélité. Rappelez-vous, si vous êtes à Total ou au Carrefour ou à Yves Rocher, ainsi de suite, vous avez une carte de fidélité. Alors pensez exactement la même chose, mais maintenant avec Starbucks. Donc voilà, vous faites autant d'achats au Starbucks, et là, dans vos toilettes, vous allez avoir autant de Starbucks et après, vous allez pouvoir aller au magasin, scanner votre truc et ça va vous donner accès à, je sais pas moi, une semaine de café gratos. Vous voyez, un truc pareil. Donc voilà, là, c'est à eux d'inventer pas mal de choses pour leurs clients, mais voilà, l'intérêt des compagnies avec la technologie et maintenant avec le blockchain et ici Starbucks. Maintenant, on va aller à Square. Rappelez-vous, Square, c'est une compagnie qui est exposée. C'est quoi Square réellement? Vous voyez que voilà, si vous voulez faire la recherche, vous retournez ici par exemple, c'est la compagnie qu'a monté Monsieur Dorsey. Monsieur Dorsey, c'est le créateur aussi de Twitter. Il a créé Square pour être un POS, donc point of sale, donc quoi pour les marchands, donc un checkout pour les marchands, donc un terminal de vente qui permet aux marchands de comment dirais-je, d'effectuer des paiements.
Et sa compagnie maintenant a commencé à accepter le Bitcoin donc, pour ses point of sale et on a vu quoi la corrélation entre la montée du Bitcoin et la montée de Square et donc là maintenant il continue toujours à faire des avancements là-dedans donc lorsque vous faites ça vous voyez exactement quelles sont les compagnies qui sont investies dedans avec de Square et on a quoi on retrouve encore Goldman Sachs, on retrouve Silicon Valley Bank, Morgan Stanley une autre banque d'investissement et Goldman Sachs et Barclays Investment donc vous voyez que là il y a toujours les mêmes personnes comment dirais-je, qui reviennent. Et là, vous voyez exactement tout le nombre d'acquisitions qu'ils font. OK? Donc là, voilà. Et maintenant, on retourne à Square. Et maintenant, Monsieur Dorsey, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par rapport au Bitcoin, ça transforme la technologie. Et maintenant, Square, qui maintenant accepte des paiements, vous voyez, avec le terminal que vous voyez ici, accepte des paiements en Bitcoin. On dit que Square, maintenant, il y a c'est une spéculation que très prochainement, ils pourraient eux-mêmes lancer leur exchange. Donc, s'ils lancent leur exchange, qu'est-ce que ça fait? Square, vu qu'ils ont déjà un grand nombre d'utilisateurs, donc des marchands et beaucoup de personnes, et ils offrent aussi, rappelez-vous, la possibilité d'avoir un wallet avec eux, qu'est-ce que ça ferait maintenant? S'ils lancent un exchange, ça va être une compétition directe avec Coinbase. Vu que Coinbase a beaucoup d'utilisateurs, c'est l'exchange number one, mais eux aussi, ils ont pas mal d'utilisateurs, ce qui va faire que, voilà, c'est ça. Ils disent ici 7 millions d'utilisateurs. Donc là, ça fait déjà beaucoup de personnes. Donc si maintenant, s'ils se lancent aussi dans tout ce qui est côté broker et ainsi de suite, ils ont directement 7 millions de personnes qui sont déjà en train d'utiliser ce qu'ils ont. Et là, il y a une grosse partie qui pourrait directement utiliser leur exchange. Okay, donc là, voilà. Donc là, la compétition est ouverte. Et vous voyez que cette technologie, Bitcoin, blockchain, ainsi de suite, ça ramène beaucoup de choses. Et maintenant, pour terminer, on va terminer avec une vidéo ici où il y a un panel. Donc, c'est une vidéo qui date quand même. Il y a un panel ici, blockchain. J'ai retrouvé la vidéo il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est une vidéo, non, c'est une vidéo récente qui a été publiée le 26 février 2018. Et là, c'était à Toronto, donc au Toronto Stock Exchange. Et donc, c'est un panel d'intervenants, donc de compagnies, des venture capitalistes. Donc, il y avait Hive et je ne sais plus trop quelle compagnie. Donc, des compagnies qui participent au blockchain, qui viennent parler de quoi? Comment investir dans le blockchain, ce qu'ils sont en train de faire, les startups, vous voyez, comme des compagnies comme Square, ce qu'on a vu, Poloniex, Circle, ainsi de suite. Et donc là, ils parlent un peu de tout ce qui est en train de se passer, ceux qui regardent comment ils évaluent une compagnie, comment ils évaluent une crypto. Donc, ils parlent des fondamentaux, des différentes métriques à regarder, des projets, des projections pour les cryptos, projections pour l'écosystème, pour le blockchain, ainsi de suite. Et donc, c'est super, super intéressant comme panel. Donc, voilà. OK? Donc principalement, vous voyez ici toujours avec des venture capitalistes et pas mal de choses. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est fait à partir du Cambridge House. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui parlent de tout ça. Mais bon là, moi je vous ai partagé ici cette vidéo-là, mais il y en a encore pas mal d'autres. OK, donc voilà. Donc voilà qui termine ici le crypto rapport de ce samedi avec les petits problèmes techniques qu'on a eu, mais voilà, ok, on est arrivé à la fin. Donc maintenant, pour tous ceux qui est intéressés par ce que l'on fait et par les services et les solutions que l'on a pour vous, donc si vous aussi vous voulez apprendre à faire vos recherches, vos analyses techniques, le price action, analyse fondamentale, générer des idées, avoir un système, une stratégie et réellement savoir ce que vous faites, la diversification, money management, risk management, ainsi de suite. Ici, vous venez sur www.jitume.com. Vous allez avoir ici le programme des consulting vidéo, le programme des consulting one-on-one et vous allez voir exactement ce qu'on fait, les prix et tout ce qu'il y a. Si maintenant vous voulez vous souscrire à un des services et contracter l'une de nos solutions, vous cliquez sur le lien sur lequel que vous avez vu, le lien coloré en orange, et vous êtes redirigé ici vers l'aparté des services et des solutions pour pouvoir voir le service, son prix et un descriptif. Donc ouais, ici aussi, vous avez, en cliquant là, vous allez avoir le programme, donc tout ce qu'il y a dans les vidéos modules. Vous allez voir aussi le Consulting One-on-One, c'est le même programme, donc vous pouvez recliquer là et avoir le programme. La solution active, donc là c'est la solution CryptoTech, c'est le même programme que vous avez, mais en plus ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez comme ici, on a le risk management et on met sur pied des portefeuilles, donc un système, une stratégie personnalisée, donc par rapport à votre situation personnelle et vos ambitions et ainsi de suite. Et on a aussi les Global Crypto Research, vous voyez à l'unité ou souscription annuelle. Ouais, le premier rapport ici, c'était quoi? Plus de 8 heures de vidéo et plus de 85 pages de PDF. Donc là, on explique réellement ce qu'il y a dedans. Et les consultings à la carte et encore d'autres solutions, donc services de analyse d'actifs et ainsi de suite. Donc là, on vous envoie le PDF et la vidéo. Donc dès que vous trouvez chaussures à votre pied, vous venez, vous cliquez sur le Buy Now. Vous voyez que tous les prix maintenant, donc tous les prix, tout ce que vous voyez là au niveau des prix, ils sont en promotion. Donc c'est la promotion pour le lancement des services et des solutions pour la clientèle francophone.
on va dire d'une manière généralisée, vu qu'avant c'était privé, mais maintenant, bah voilà, là, vous voyez que j'en parle un peu plus, donc ouais, c'est pour ça que je suis sorti de nulle part, on va dire ça comme ça, sur YouTube. Donc là, c'est vraiment donner accès à ça, et les prix reviendront au tarif normal d'ici, je pense quoi, le mois de mai, donc on va dire avant l'été. Donc là, je l'annoncerai, donc là, les prix retrouveront ben, les tarifs complets. Ok, donc là, pour le moment, c'est en promotion, promotion lancement. C'était fait, voilà, hein, décembre 2017, et donc ça va durer un semestre jusqu'à, on va dire, mai-juin 2018. Donc là, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, vous rentrez vos informations, votre numéro de téléphone portable, votre adresse email, de préférence le courrier @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès aux vidéos privées sur YouTube. Et là, voilà, donc là, c'est une des manières d'avoir accès aux services et aux solutions. La deuxième manière, donc si vous n'avez pas de compte PayPal aussi, ça, il y aura un problème quelconque. Il y a une alternative ici. En cliquant ici, vous êtes redirigé vers une plateforme de paiement aussi sécurisée et personnalisée où vous allez retrouver les mêmes services, les mêmes solutions. Là, vous choisissez encore une fois chaussure à votre pied. Donc là, ici, on va dire les vidéos modules. Et donc là, vous rajoutez cela à votre panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue, la plateforme va vous le traduire. Et directement, bah, vous allez au checkout, donc vous finalisez la commande et vous rentrez vos informations. Pareil, ici, vous pouvez payer avec carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, American Express, tout ce que vous voulez. Et aussi ben, on vous demande une adresse @gmail.com pour les mêmes raisons. Partagez les données, vous donnez accès aux playlists privées de YouTube et plus quoi, ben, plus tout ce qui est PDF et les Google Docs. Ok, donc voilà comment on pouvait faire pour avoir accès à tout ce que l'on a. Rappelez-vous, tous les liens, les articles seront dans la description de vidéo ici-bas. Mes insiders, n'oubliez pas, vous avez 2 vidéos insider, donc vous avez plus de 4h15 de vidéos maintenant. Et là, c'est tout pour ce crypto rapport d'aujourd'hui, samedi. On se retrouve demain pour commencer la semaine avec des crypto trading. Ok, donc excellent samedi, excellent week-end et on se retrouve demain. Bye bye.